on est ensemble pour parler jeux vidéo. Alors je sais, c'est pas forcément un sujet dont vous avez l'habitude qu'on parle à l'Humanité, mais on avait quand même envie de prendre un moment pour discuter ensemble de l'année qui s'est écoulée d'un point de vue jeux vidéo, de ce qu'on attend pour l'année 2026 qui a commencé. Et puis on est quand même à l'UMA, donc on va quand même parler un petit peu de lutte sociale et un petit peu de représentation politique et culturelle dans le jeu vidéo. Voilà pour le programme. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les. Surtout si vous avez des avis subjectifs et complètement tranchés, donnez-les aussi. On sera ravis d'en discuter avec vous. Ravis de se faire insulter. Voilà, c'est ça. Non, mais faut avouer qu'on va parler jeux vidéo avec nos avis, nos repères. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, on peut en discuter. On est aussi là pour ça. Aurélien, par quoi on commence? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va commencer par Clair Obscur. On s'est posé la question parce que c'est un peu facile de commencer par Clair Obscur, de dire que c'est un des jeux préférés de la rédac cette année. Moi, j'avais presque envie de mettre en avant d'autres jeux tellement Clair Obscur a obtenu de succès. Mais quand j'ai réfléchi à l'année écoulée, je me suis dit oui, la plus grosse claque que j'ai prise cette année, c'est quand même Clair Obscur. Pour plein de raisons. Donc tout le monde, tous ceux qui connaissent le jeu vidéo le connaissent. S'il y a des gens qui par hasard sont là un vendredi matin sur le Twitch de l'UMA qui ne connaissent pas Clair Obscur, nous avons une vidéo, vous inquiétez pas. Mais Clair Obscur, j'ai pris une immense claque parce que déjà je l'attendais pas du tout. C'était pas du tout dans mes radars, dans les jeux que j'attendais dans l'année. Ça faisait très longtemps que j'attendais un jeu au tour par tour RPG type japonais, tour par tour de qualité, même s'il y avait Persona 5. Et mince, j'ai un trou de mémoire, l'autre jeu qu'ils ont sorti dans la foulée dans un univers plus fantasy. Il y a eu un FF il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais il n'était pas du tout au tour par tour. Non. FF a tourné le dos au tour par tour, même si tu as un mode dans les remakes de Final Fantasy VII, tu as un mode tour par tour, je ne l'ai même pas activé. Parce que c'était présenté par Square Enix comme une sorte de relique du passé. Mais et là, Clair Obscur, grosse claque. Déjà, la plus grosse claque que j'ai prise, je ne sais pas si vous, ça c'est ça aussi, c'est le prologue. Moi, j'en peux plus des jeux de rôle japonais qui commencent au bout de 10 heures de jeu. Ah ouais, ça ne correspond pas du tout Persona à... 5, voilà. Moi, c'est ça. Ouais. Ça correspond pas à mon mode de vie maintenant. Peut-être quand j'avais 15 ans, ça pouvait marcher. Mais maintenant, j'ai d'autres contraintes. Et là, le prologue est à la fois doux et puis d'un coup très cruel et prenant. Et on est tout de suite embarqué dans l'histoire. Oui, c'est juste ce qu'il faut pour installer le décor, te donner envie d'aller plus loin, mais sans non plus trop en faire, trop en dévoiler et te lasser avant même que le jeu ait vraiment commencé, quoi. Et t'es tout de suite saisi. Ouais. Et puis c'est vrai que t'as pas trop l'habitude de voir ça en jeu vidéo aussi. Enfin, le prologue, même la musique tout de suite qui arrive, d'un coup. T'as l'impression que c'est un jeu auquel t'as pas joué, quoi. Ouais. C'est vrai qu'une des raisons aussi pour lesquelles on avait envie de parler de Clair Obscur, c'est évidemment c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi devenu un phénomène culturel impressionnant. Et puis je trouve que c'est un des exemples les plus marquants du jeu vidéo comme média, média total, complet, quoi. Il y a évidemment le jeu vidéo, mais il y a l'histoire, il y a la musique, il y a tout ce que ça dégage autour. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous en parler. Donc voilà. Et puis il a tout raflé aux Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, et il donne aussi une leçon à l'industrie parce que c'est un jeu qui a un gros budget par rapport à certains jeux indépendants, au sens où il y a eu 10 millions d'euros d'investis, mais par rapport au Cador, par rapport aux autres titres qui avaient gagné le prix du meilleur jeu de l'année, comme The Witcher 3, Zelda, God of War, quand ils ont relancé la série en 2018, c'est une petite équipe qui a fait Clair Obscur. Ils sont à Montpellier, on était allé les voir d'ailleurs à l'unité. On était y allé tout seul. Ouais, je suis allé tout seul. Et il avait beaucoup d'ego. J'étais très con. Ouais, il y avait un photographe, mais j'étais très con. C'est que j'y suis allé pour faire un reportage papier. Ouais. Et puis dans le train du retour, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas descendu avec une caméra et avec un collègue avec une vidéo. D'ailleurs, ça aurait beaucoup mieux marché, je pense, en vidéo. Mais ça fait partie des pistes de travail en ce moment de refondation de la rédac. J'en dis pas plus. on réfléchit beaucoup et on travaille beaucoup ensemble. Et ce qui est très surprenant quand tu arrives dans les locaux de Sunfall à Montpellier, c'est que c'est une toute petite équipe. Ça ressemble pas du tout à un studio de jeux vidéo habituel en open space. Ils sont limite dans le manoir du jeu. Ça fait très bizarre. Ils sont dans une maison bourgeoise réaménagée en studio de jeux vidéo. Et l'histoire est presque trop belle. Elle est presque trop dingue. En fait, c'est quelques anciens d'Ubisoft. Faut pas grossir le trait non plus. C'est pas... Il y a une fausse légende qui s'est créée sur l'antithèse Ubisoft. Mais en fait, c'est le réalisateur. Il voulait faire le jeu auquel il rêvait de jouer, petit à petit, mais il a fait ça tout seul. Donc il a trouvé sur, j'ai plus tout en tête, mais je crois qu'il a retrouvé il a trouvé sur les réseaux sociaux tous les gens qui ont été les piliers du jeu. C'est-à-dire que Laurent Testard, le compositeur et la musique est incroyable, il l'a trouvé sur SoundCloud.
C'est un gars qui voulait faire des compositions de jeux vidéo, mais il ne trouvait pas de travail. Qui est prof de guitare, je crois, Ouais, c'est ça, qui est et prof de qui guitare. balance plein de compos à lui sur les réseaux en disant bon bah voilà, je mets ça un peu à dispo. Et c'est vrai que l'histoire, notamment avec la musique, est assez sympa. Ouais. Celui qui a fait le directeur artistique, qui habitait à Bruxelles à ce moment-là, il partageait des créations sur Internet et personne ne le calculait. La scénariste, il l'a trouvé aussi sur les réseaux sociaux. Et comme tu disais, le média total, c'est des fois quand tu regardes les tests de jeux vidéo, tu as graphisme, musique, durée de vie, scénario. Et nous, à l'humanité, on peut pas faire ça. Parce que ça, c'est un peu ce que j'appelle le contrôle technique du jeu vidéo. C'est pas une voiture avec ça qui marche, ça qui marche. Il faut que tu dises, faut que tu aies quelque chose à dire sur le jeu. Et sur les sites de jeux vidéo, ils ont quelque chose à dire, mais faut que tu trouves un angle. Et tu peux pas juste dire, il y a ça, ça, ça. Et là, il y a tout cohérent vraiment qui se crée. Et sur la musique, qui est vraiment, je trouve, presque un pilier de l'émotion du jeu. Et sur le scénario, et sur le système de jeu. Ils ont renouvelé la formule du tour par tour, qui avait déjà été un peu renouvelée par Persona 5, et ça a été dit par Métaphore. L'autre jeu que je cherchais, c'est Métaphore Fantasio, et aussi par le système, en fait, ce qui dynamise beaucoup le tour par tour, c'est tout ce qui va être les contres, les parades, les esquives, les parades. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plus de 300 personnes qui ont participé au jeu, mais je crois que ça, c'était quand même une critique que j'ai quand même pas mal entendue sur le fait qu'ils aient eu meilleur jeu indépendant. Enfin, d'ailleurs, après, dans un autre... ils l'ont perdu. Parce qu'il y a eu la polémique sur l'IA. Ouais. Mais alors, eux, ils disent qu'il n'y a pas 300 personnes qui ont travaillé sur le jeu. Eux, ils disent, chez Sandfall, on n'a pas vérifié nous-mêmes, ils disent qu'ils sont une trentaine et qu'il y a eu 4-5 personnes en plus à Paris pour les cinématiques et une équipe de 8 personnes en Corée du Sud pour les animations des combats. Okay. Donc après, on pourra aller vérifier. Mais ah oui, il y a quelqu'un qui dit Clair Obscur et Arcane ont tellement fait briller la France à l'étranger. C'est vrai qu'en termes pop culture, on a eu 2-3 dernières années assez riches à l'international. On va pas revenir sur Arcane parce que ça commence un peu à dater. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo de Bolchegeek sur le sujet que Ben G4 ont fait pour l'UMA, qui date de la sortie de la saison 2, donc l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, mais qui revient un peu sur ce phénomène français. Mais c'est vrai qu'entre Clair Obscur et Arcane, on a eu des très belles années. Et tu parlais de la musique. On allait voir ensemble le concert à la salle Playel, c'était en décembre. C'était en novembre, je pense. En novembre. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et je trouve que c'était vraiment l'exemple, par le moment, on voyait vraiment que c'était un phénomène hyper large, parce qu'il y avait plein de gens réunis dans une salle à écouter de la musique. Je pense que, à part si t'es fan de jeux vidéo, c'est pas forcément quelque chose que tu fais beaucoup. Et c'était 2 jours, les places se sont vendues en quelques minutes. Toi, t'as réussi à en avoir parce que t'avais fait un papier sur le sujet. Mais c'était un moment hyper fort parce que même eux le disaient, c'était un peu la consécration aussi du jeu, quoi, de l'histoire du jeu, que c'est toute l'équipe qui se retrouve et qui se réunit et qui font la fête ensemble, mais aussi avec les gens qui ont aimé le jeu. Et c'était vraiment un moment extrêmement fort. Je sais qu'il me semble c'était aussi avec l'Orchestre Curieux, c'est aussi pour ça que ça marchait bien, un orchestre qui est connu pour travailler pas mal avec des créateurs et des créatrices de contenu sur Internet. Et donc ouais, j'ai vraiment trouvé que ce concert, ça symbolisait vraiment ce média total et le fait que ce soit un événement populaire au-delà du simple jeu vidéo. Ouais, moi je trouve que la musique, c'est vraiment un des trucs qui fait que le jeu est aussi bien, dans le sens où... Bon, alors, moi j'avais un peu critiqué le jeu sur TikTok et je me suis fait défoncer parce que pour le coup, franchement, les communes de jeux vidéo, JPP, vous êtes horrible. Vous êtes terrible. Parce que je trouve que le jeu est super, mais il y a je trouve que l'histoire... J'ai trouvé qu'il y avait des côtés un petit peu... adolescent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le scénario, dans la manière, et puis très jeune garçon, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je trouve que la musique fait que c'est un jeu vraiment, ce qui le fait passer en termes de jeu vraiment exceptionnel, c'est vraiment le travail sur la musique qui est vraiment incroyable et qui reste. Enfin, tu vois, je sais pas, mais je pense à des jeux qui te restent en tête. Tu vois, je pense Disco Elysium par exemple, c'est vraiment c'est un super jeu par ailleurs, mais je trouve que le travail des comédiens et la musique, c'est vraiment ce qui fait que c'est des jeux qui te restent et dont tu te souviens et qui t'ont marqué profondément. Et je trouve que Clair Obscur, c'est vraiment la musique me fait un peu pardonner plein de choses qui
m'aurait plus embêté, m'aurait un peu plus saoulé s'il n'y avait pas cette incroyable BO. C'est vrai que sur Clair Obscur, on a aussi parlé de la représentation, que c'est quand même en termes de chara-design, la façon dont les personnages sont construits, c'est quand même un peu tous le même archétype des hommes et des femmes très beaux, très belles, en tout cas dans les normes de beauté, très peu de diversité, voilà. Et effectivement, la musique, on réussit à presque oublier tout ça, mais bon, peut-être que s'il y a une suite, on aura un petit peu plus de diversité dans la représentation. Ils allaient faire un univers étendu, un peu comme les Final Fantasy, même si ça peut être très différent d'un épisode à l'autre, mais tu as un conflit entre les peintres et les écrivains dans le jeu, même si tu te rends compte un petit peu à la fin. Et ils ont dit qu'ils allaient travailler à licence. Après, comme tu as des univers, je sais pas si on peut spoiler ou pas, mais comme dans le jeu, on va dire, n'écoutez pas pendant 30 secondes si vous n'allez pas vous faire spoiler. Comme tu as des univers dans des tableaux, tu peux imaginer autant de tableaux différents et la réalité. Quand tu n'es pas dans les tableaux, quand tu es dans un autre tableau, ils ont quelque chose à explorer de très large et ils ont envie de le faire. Même s'ils ont dit que le prochain jeu sera très différent, mais toujours dans le même. En fait, c'est la licence Clair Obscur, et là, c'est le jeu Expédition 33, mais on pourrait imaginer plein d'expéditions différentes, évidemment, plein d'univers différents à travers cette licence. Est-ce qu'on regarde quand même le trailer ou est-ce que tout le monde l'a déjà On peut regarder le trailer et d'ailleurs... On peut le regarder parce que même nous, je pense que ça va nous faire plaisir parce que notamment la musique, moi ça m'a fait un petit... La musique, mais il y a vraiment un usage de la musique incroyable dans le jeu qui est... à la fois pour souligner, donner de la force, parfois presque comme béquille aussi, des fois quand il y a des petites errances de mise en scène, mais c'est vraiment... les différents refrains reviennent à chaque fois et t'es cueilli à chaque fois. Moi j'ai été pris dans une spirale sur Insta ou TikTok de gens qui réagissent pour la première fois à la musique d'un boss ou d'une scène et tout, et je trouve ça tellement fou. Tu vois des Anglais, des Américains où ils ouvrent, ils commencent le combat d'un boss, la musique se lance et les sons oh putain mais c'est trop bien et tout, et je sais pas, j'ai vu des centaines de vidéos, centaines j'abuse un peu, mais c'est assez marrant. Peggy 18. C'était pas à nous dire si le son est ok. Est-ce que tu veux un casque, Clara Max, ou est-ce que... Il y en a un là. Tu peux le mettre si tu veux écouter la musique. Et c'était pas à nous dire si le son est trop fort, trop faible, si vous nous entendez bien, tout ça, évidemment. Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Non. C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. D'accord. Je croyais être habituée à perdre des proches. Mais moi aussi. Emporte tout. Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite. Qui êtes-vous? Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais... Elle ne peindra plus jamais. Bon voilà, j'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs. Je vois dans le chat que voilà, ça rechiale. Moi ça va. En fait, j'y ai joué cet été. Franchement, ça m'a redonné envie d'y jouer. Oui, non mais moi aussi, genre les mécaniques et tout, quand t'arrives à faire une parade, etc. C'est vraiment très très bien. Attends, juste pour dire qu'il y a dire bonjour à Hugo Terra dans le chat, qui est la chaîne YouTube Game Next Door. Bonjour à toi, bienvenue. Salut. Le podcast Fin du Game, super. Je vous conseille d'aller voir si vous connaissez pas. Ouais.
Mais attends, ouais, sur le, c'est vrai que c'est vraiment super quand tu arrives à faire des parades, tu vois, dans le niveau de difficulté, il est bien satisfaisant quand même, sans être trop. Je voyais quelqu'un dire le mode de jeu difficile du jeu était prévu pour être le mode de jeu de base, c'est ce qu'ils nous ont dit quand on allait les voir à Montpellier. Ils se sont rendus compte que c'était trop dur. Et en fait, ils n'auraient pas du tout pensé le jeu comme un jeu qui allait cartonner au grand public. Parce que là, si tu mets la difficulté de base en mode difficile, tu as un mur de difficulté énorme. Et ils pensaient avoir un petit succès d'estime et faire 500 000 ventes. Ils ont dépassé les 5 millions. Moi, je ne sais pas trop comment on compte avec le Xbox Game Pass, puisque ah oui, c'est vrai. Il inclut dedans 5 millions, si ça inclut ou pas. Mais ils s'attendaient à un succès d'estime. Et puis finalement, ça a cartonné. Et le jeu d'une très très grande qualité. Et quand on voit la bande-annonce, moi je déteste Enfin, j'ai un gros problème avec les bandes-annonces bien souvent, même pour les jeux vidéo et pour le cinéma. Je trouve que souvent ça dit pas grand-chose du jeu. Ça vient chercher chez toi des ressorts émotionnels, artificiels, presque caricaturaux, qu'il n'y a pas dans les films réussis. Et le jeu est beaucoup beaucoup mieux que la bande-annonce. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, ça te donne une idée, ça te replonge dans le jeu et c'est vraiment un jeu, je trouve, très 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 réussi. Ouais, mais c'est vrai que la bande-annonce, je trouve qu'on ressent pas vraiment ce qu'on ressent en jouant au jeu. Là, t'as l'impression que ça part dans tous les sens. Ouais, que c'est vraiment de la grosse action. En fait, je trouve qu'on ressent si tu as déjà joué. Genre, si tu regardes la bande-annonce après, tu comprends, mais effectivement. Mais même, tu vois, le choix qu'ils aient pas mis leur musique. Après, c'est quand même une des musiques qui a le plus cartonné de la musique. Je sais plus laquelle c'est, celle de la bande-annonce là, mais. Ouais, c'est Lumière, la chanson Lumière, je crois. Je vois quelqu'un dans le chat sans diminuer la qualité de la BO. Je trouve qu'il y avait des musiques très random pendant les combats où ça part sur l'électro qui changeait totalement l'ambiance sans raison. Ouais, mais moi j'aimais bien ça. Ouais, mais moi aussi. Je trouve que ça te cassait un peu et souvent ça allait quand même avec la nature du boss ou du combat. Je trouve que c'était pas complètement random, même si évidemment sur la quantité de musique qui a été faite, il y en a certaines mieux que d'autres, ça je suis bien d'accord. Mais après, bon, je sais pas, juste après la bande sont comme ça sur les peintres et les c'est quoi les peintres et les écrivains. Ouais, pardon. Moi quand je vois ça, je suis un peu en mode non, mais alors, le combat entre les peintres et les écrivains. Qui est pas trop abordé dans le jeu d'ailleurs. Non, pas du tout même, pas du tout. C'est marrant, bref. Est-ce qu'on passe au prochain jeu parce que ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on discute de Clair Obscur. Ouais, surtout que tout le monde y a joué déjà. 33 minutes sur Expédition 33. Oh, pas mal. Ouais, allons-y, ouais. Et oui, juste une dernière chose là-dessus, c'est le jeu dans la rédac dont on a le plus joué, on a le plus parlé entre collègues, même des collègues qui jouent peu aux jeux vidéo sont tombés dedans. Et ils ont vraiment été emportés par le scénario, le côté épopée, le côté dépassement de soi aussi qui existe dans le jeu. C'est sûr que c'est je pense, des rares jeux qui a convaincu les gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui ont l'habitude à la fois des gameplays, de la difficulté, et aussi qui a convaincu les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Et c'est assez rare les jeux vidéo qui réussissent à faire ça. Tout le monde était à peu près satisfait, quoi. Et d'ailleurs, les développeurs disent bon, on a fait du mieux qu'on a pu, on s'attendait pas à ça, et ils disent qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans le succès. Et que tu peux te poser la question pour toutes les œuvres qui rencontrent du succès, il faut que ce soit des œuvres très réussies. Enfin, généralement, c'est mieux. Mais ils disent des fois, bon, tu sais pas trop pourquoi. Même quand tu fais de ton mieux, ça marche ou ça marche pas. Et là, ça va au-delà de toutes leurs attentes. On va passer au deuxième jeu. Oui, deuxième jeu dont je vais pas beaucoup parler parce que je n'y ai pas joué. C'est mon jeu préféré de l'année. J'ai adoré ce jeu. Mais vous avez joué tous les deux ou pas ? Non, moi, j'y ai pas joué. J'ai pas du tout joué. Et alors, t'en as pensé quoi ? Qu'il fallait que j'aille encore plus loin et que je donne encore plus de temps à ce jeu un jour si j'en retrouve, mais j'ai beaucoup aimé. Ça change énormément de plein de jeux. J'aime beaucoup la direction artistique si on parle de DA, mais c'est surtout ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas demandé autant de réfléchir. Et donc ça c'est très agréable. Ça m'a fait penser un peu au roman que j'ai jamais fini. Il faudra que je le finisse un jour et que je finisse ce jeu aussi. C'est La Maison des Feuilles. Je sais pas si tu connais. J'ai pas fini non plus. Où la maison est vivante, d'une pièce à l'autre, tu sais jamais sur quelle pièce ou quelle nouvelle pièce tu vas tomber, même s'il y a des grosses différences, parce qu'après la Maison des Feuilles, tu as aussi l'écriture, la police qui est en rond, tu as plein de choses, mais là, ce Blueprint, c'est une énigme géante. Oui, j'allais dire, on parle bien de Blueprint, parce que vous n'aviez pas encore dit de quoi vous parliez. Ah, Blueprint, qui est une énigme géante et qui est assez fascinante. Ouais. En fait, mais c'est même compliqué à expliquer ce que c'est le jeu, parce que le gameplay, c'est déjà du spoil, en fait, j'ai l'impression, donc c'est toujours un peu compliqué de parler de jeu, mais en gros, on peut dire quoi ? Que c'est un jeu de draft, c'est un roguelite, quelque sorte. Il y a une dimension roguelite puisque tu recommences toujours au début. Donc il y a clairement une dimension et c'est aléatoire. D'ailleurs, le côté aléatoire, c'est peut-être l'un des seuls reproches que je ferai au jeu, c'est que il faut que tu comprennes ce qui se passe.
que tu t'adaptes à la situation, mais le côté aléatoire fait que des fois ça te bloque, même quand tu as compris des Ouais, choses. c'est vrai que moi j'ai joué, je pense, 95 heures à ce jeu. Et au bout de la 96e heure, j'étais en mode je vais ouvrir le boudoir pour la 1000e fois et j'ai un peu la flemme, j'avoue. C'est genre ma journée 432 et genre JPP. Mais c'est vrai que c'est un peu un jeu. C'est un peu un jeu qui s'en termine pas. En fait, tu te rends compte, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a des choses, tu as envie de connaître l'histoire. C'est vraiment hyper intelligent. Et pour le coup, c'est vraiment un ovni, quoi. Enfin, c'est vraiment, j'ai jamais joué à un jeu comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment un jeu indépendant. Enfin, je me souviens plus comment il s'appelle, le créateur. Le chat va l'avoir, sinon. Ouais, qui est je crois qu'il a fait jeu, ça lui a pris genre 10 ans pour faire ce jeu. Ouais, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut vraiment maîtriser l'anglais. Par contre, ça c'est un peu le problème, c'est que c'est pas traduit et je pense que c'est intraduisible. Ouais, c'est que quelqu'un disait dans le chat aussi, c'est qu'il y a tellement de mécaniques et qui sont basées sur l'anglais. Ouais, sur la langue. Après, je pense que si vous n'êtes pas non plus complètement bilingue en anglais, c'est faisable. Il y a juste, je pense, une ou deux énigmes où vous allez devoir avoir être sur votre téléphone pour chercher des trucs, mais ça va quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien maîtriser l'anglais, sinon vous n'allez pas du tout aimer, vu que ça repose quand même beaucoup sur des jeux de mots et des choses comme ça. Mais c'est vraiment, en fait, moi j'aime beaucoup ce principe de le jeu tu découvres, le jeu te prend pas par la main, tu n'as pas de tuto. En fait, tu comprends au fur et à mesure et t'es vraiment, t'es lancé dans un truc où tu sais absolument pas à quoi tu joues. Et tu arrives à comprendre le jeu et tu découvres le gameplay en même temps que tu ouvres les pièces. Et ça, je trouve que c'est vraiment super fort, quoi. Je trouve que la learning curve ici est vachement bien fait parce que ça pourrait être un jeu complètement opaque où tu n'arrives pas du tout à comprendre. Et en fait, pas du tout. Et je trouve que c'est pas frustrant jusqu'à un certain point, vu qu'il y a ce problème-là au bout d'un moment où ça devient frustrant. Mais pendant les premières heures de jeu, jusqu'à en tout cas que tu aies ouvert la dernière pièce, je trouve que c'est pas trop frustrant et qu'à chaque fois tu as le oui, tu veux toujours recommencer, tu arrives toujours à trouver une pièce en plus parce qu'en fait il faut arriver jusqu'à la pièce 46 je crois. L'histoire c'est qu'un jeune garçon, un jeune homme hérite d'une maison, mais pour vraiment pouvoir hériter de la maison il faut qu'elle aille dans la pièce 46, sauf que à chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu sais pas quelle va être la pièce suivante, les pièces changent d'emplacement dans la maison. Toi tu peux choisir à chaque fois quand tu ouvres une porte entre différentes pièces, mais ça change tout le temps. Tu as un nombre de pas compté pour arriver au bout. Tu as 50 pas, tu peux te débrouiller pour les augmenter. Et passer 50 pas, il faut que tu reviens au début. Ouais. En tout cas, je vois que c'est un jeu qui a divisé dans le chat. Je vois des gens qui disent incroyable ce jeu et d'autres qui disent franchement trop dur, ou la RNG trop chiante, ou l'anglais trop dur et tout. Donc c'est un jeu qui a divisé. Mais en fait, ça m'étonne pas. Enfin, c'est vraiment un jeu. Bon, déjà l'anglais, c'est vraiment le truc qui fait que. Enfin, franchement, si tu parles pas bien anglais, c'est super chiant, quoi. Mais après, oui, il faut adhérer au truc, quoi. Il faut être un peu, et puis il faut aimer les jeux d'énigmes parce que c'est vraiment le jeu d'énigmes ultime, quoi. Mais je sais pas, moi, ça m'a fait vraiment penser à des jeux, à des livres que j'avais quand j'étais petite, tu vois, ou avec des anamorphoses, je sais pas, ce genre de choses, quoi, ou un peu le livre dont vous êtes le héros. Enfin, il y a un peu un côté comme ça, très livre de quand on était petit, et ça c'était un truc un peu aussi nostalgique pour moi, et puis j'avais l'impression en jouant à ce jeu que c'est vraiment quelque chose que je pense on adore quand on aime la culture en général, c'est sentir que la personne qui a fait la chose a vraiment mis tout son cœur dans le jeu, quoi. Et compte sur ton intelligence. Oui, exactement. Que tu sollicites toi-même, quoi. Il te prend pas par la main. Ouais. Et il y a un sentiment d'accomplissement très fort quand tu avances. De fou. Mais d'ailleurs, ça, c'est très présent dans plein de jeux vidéo. C'est présent un peu dans Clair Obscur, en ce qui me concerne, dans Blueprints et dans le prochain jeu dont on parlera, qui est Hades 2. C'est que quand tu commences le jeu, tu as l'impression que le jeu est trop fort pour toi, trop grand pour toi. Et que tu vas devoir te pousser et vivre. Alors qu'en fait, il est fait pour être terminé. Il y a un côté vertigineux des fois. Qui est assez plaisant. Et Claire, tu disais que toi, tu as passé 95 heures dessus. Tu penses à partir de combien de temps on peut un peu prendre du plaisir, comprendre, estimer qu'on a fait le tour du jeu? Parce que je trouve que c'est aussi... moi, je sais que c'est un truc que je regarde. Combien de temps les jeux prennent? Parce que je sais que si c'est un jeu où, en fait, pour avoir un peu fait le tour d'histoire, il en faut 500... c'est peut-être un super jeu, mais par exemple c'est pour ça que j'ai pas fait Baldur's Gate 3. Oh là là, franchement mon jeu préféré. Ça a changé ma vie, ce jeu, c'est fou, mais joue-y. Mais je sais, mais c'est trop long. Enfin, je suis désolé, mais c'est trop long, quoi. J'ai pas le temps. C'est genre le meilleur truc que tu vas jouer de ta vie, genre. À ce point-là. Enfin, je sais pas, toi t'as joué à Baldur's Gate 3? Ouais. Et moi je suis un fan hardcore du 2. J'ai fini plein de fois le 2, et quand le 3 est sorti, j'ai joué 10 heures et après j'ai bloqué.
J'y joue plus après. Mais j'ai bloqué en mode, il faut que je me débrouille pour déposer 2 semaines de congé et faire que ça. Et que ma famille se démerde. C'était un peu le souci. Et ça m'a fait le même effet qu'avec des fois des romans. Tu dis, un jour, je lirai ce roman. Genre James Joyce, mais ouais, voilà, Ulysse de James Joyce. Un jour, je le lirai, mais quand j'aurai rien à faire pendant 3 semaines. Et en fait, il faut y aller. Il faut pas attendre parce que sinon, Ulysse, tu vas jamais le lire. Non. Et puis en plus, si tu essayes, c'est pas sûr que tu le termines, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, il faut y aller. Et c'est génial. Bah ouais, mais alors pour incroyable. le coup, mais ce que tu dis, tu vois, c'est que moi j'aime bien cette sensation dans un jeu. En fait, ça dépend, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des jeux, je sais pas, God of War par exemple. Après, ça me parle pas comme univers et tout, mais j'étais un peu genre la flemme. Je sens que ça va durer 1000 ans, la flemme. J'ai pas envie de me lancer dedans. Mais des jeux comme Blueprint ou Baldur's Gate, en fait, c'est tellement. En fait, cette sensation que t'as des parts chez eux Ouais. Non, mais c'est vraiment un type de. Enfin, moi, j'aime bien cette sensation un peu de vertige du jeu où tu sais là, que c'est le plus gros vertige. tu pourras pas. Enfin, tu peux pas ouvrir toutes les portes. Mais que tu vois, tu as tout un truc à explorer et que potentiellement tu vas tomber. Enfin, il y a ce truc dans Baldur's Gate 3 où tu vas à un moment tomber sur quelque chose où tu es le seul à. Enfin, tu vois, tu as tes 3 potes qui ont joué à côté, ils auront pas trouvé le truc que tu as trouvé, que tu trouves des petits trucs un peu partout. Et cette sensation de foisonnante et de que toi-même tu peux aller fouiller des choses qui t'intéressent, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Mais après, c'est un jeu impossible quelque part. Faut y jouer pour le croire parce qu'ils ont. Normalement, c'est impossible de mettre toute la richesse d'une partie de Donjons et Dragons, avec tout le facteur humain du maître de jeu, de ceux qui vont jouer, et réussir à le faire dans un jeu et avoir le même sentiment de liberté et de se dire tiens, si je tente ça, ah bah tiens, ça marche, tiens, si je fais ça, ah bah ça fait ça. Et après, quand tu joues à d'autres jeux, tu te dis mais je suis en train de jouer là, c'est quoi ce truc pour hyper simple ou pour tu comprends pas, enfin j'ai rien contre les enfants, mais j'en ai moi-même. Je les ai pas encore fait jouer à Baldur's Gate 3, mais après je me souviens, j'avais joué à Diablo 4 après avoir joué longtemps à Baldur's Gate 3 et j'avais l'impression de je sais pas jouer à un jeu ultra artistique. Évidemment c'est pas la même chose, mais et par exemple j'ai joué cette année un jeu que j'ai bien aimé, c'est The Outer Worlds 2. Qui est un RPG spatial avec une direction artistique art déco, et le jeu est très marrant parce qu'il fait plein de blagues sur le capitalisme tout le temps et il se fout de la gueule d'ailleurs de lui-même puisqu'il est produit par Microsoft et du joueur qui joue à ça, et il y a plein de blagues sur c'est des radicalisés du marché dans le jeu, même si c'est un space opéra. Et à un moment donné, j'ai fait un peu n'importe quoi. Fallait pas que je franchisse une ligne. J'ai franchi la ligne, c'est parti en vrille. J'ai tué tout le monde. Voilà, ça arrive, écoute, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Alors que je voulais pas. Je fais non, arrêtez, je veux pas me battre et tout. Puis j'ai tué tout le monde. Et ensuite, le jeu te demande de les occuper, de saboter une usine pour que ces gens-là ne viennent pas t'embêter par ailleurs. Sauf que je les ai tués. Et le jeu me demande quand même de saboter l'usine. Jamais de la vie Baldur's Gate 3 va faire ça. Il va s'adapter tout de suite à ce que tu viens de faire. Et après, donc, je sabote l'usine. Je reviens voir celui qui m'a donné la mission. Et il me dit tu vas saboter l'usine, mais t'inquiète pas, comme ça il leur arrivera rien, ils seront occupés à l'usine. Oui, il leur arrivera rien, ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc dans Baldur's Gate 3, ça, il est tout le temps en train de s'adapter à ce que tu fais, à te bousculer aussi un petit peu, parce que il y a des gens qui aiment pas, c'est le côté jet de dés. Que tu fais tout bien, et puis après tu mets un 3/20 au jet de dés, et là c'est la catastrophe. Mais bon, mais ça c'est un truc à apprendre aussi. C'est le délire jeu de rôle, quoi. Il faut accepter le truc. Même. On n'avait pas du tout prévu de parler de Baldur's Gate, mais je suis désolé, c'est moi qui vais à la porte, je suis désolé. Est-ce qu'on regarde C'est vrai que c'est une porte qui peut se refermer très tard. Est-ce qu'on regarde la bande-annonce de Blueprints? Comme ça, peut-être ça nous aurait encore plus envie d'y jouer après la présentation de Claire Marx. To the architect, an empty blueprint represents a world of possibilities. Moi, quand j'ai regardé cette première seconde, la DA m'a fait penser à Dishonored. Je sais pas si vous voyez le château un peu. Non, ça bon, il y a peut-être que moi, mais genre cette image là. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à Dishonored. Mais le reste pas du tout. Bequeath to my grandnephew all of my right, title, and interest in the house and land which I own near Mount Holly. A world of dreams and doorways. The above provision is contingent on discovering the location of the 46th room of my 45-room estate. I suspect you wish me
my grandnephew fail, then this gift shall lapse. Voilà pour le jeu, ça m'a un peu donné envie d'y jouer quand même. Non mais franchement, ouais, et après tu disais combien de temps on peut y jouer. C'est un jeu, enfin t'es pas obligé de jouer 90 heures à ce jeu, tu vois. C'est juste que en gros t'as atteindre la room 46. Et après, en fait, si tu veux toute l'histoire, le lore et tout, et bah, c'est ça qui donne envie ensuite d'aller fouiller, etc. Mais tu peux juste aller dans la room 46 et je pense que ça, c'est, je sais pas, peut-être 25 heures. Bah après, moi 90, 100, 110 heures, ça me va, tu vois. Mais c'est plus genre s'il en faut 500, là ça me refroidit un peu. Tu vois, quelqu'un qui 500, c'est rare quand même. Même si je connais quelqu'un qui a joué 800 heures à Baldur's Gate 3. Ah non, mais oui, c'est ce que je veux dire, tu peux y jouer 800 heures. Quoi. Quelqu'un posait la question sur est-ce qu'il a été patch FR. Je ne crois pas. Et de toute façon, de ce que vous disiez, c'est pas prévu souhaitable. Et ce serait un gros boulot. Ouais, en fait, ça repose trop sur l'anglais, quoi. Pour le coup, est-ce qu'on... Et tu parlais de Dishonored, une toute petite parenthèse, quand on parlait de Clair Obscur, qui est un jeu français de très grande qualité. Dishonored, je sais pas si vous avez fait le 1 et le 2 et La mort de l'Outsider, c'est des jeux aussi développés par des Français qui sont incroyables. Surtout en termes de game design et de level design, c'est la folie. Qui n'ont pas trop mal vieilli, je trouve, parce que le premier Dishonored, c'est quoi, 2010 ? Un truc dans ces eaux-là. Un truc dans ces eaux-là, et donc 15 saisons après, ça pourrait faire un peu. Ça pourrait être repoussoir d'y jouer, et franchement, ça a très bien vieilli. Moi, je l'ai découvert il y a 1 ou 2 ans, et c'était vraiment une très très belle découverte. Est-ce qu'on passe à la suite ? Allez. Ou est-ce que vous avez encore des trucs à raconter sur Blueprints ? Moi, je dirais juste que la seule chose, c'est qu'au bout de 95 heures, je suis pas trop sûre si c'est un jeu royaliste ou pas. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Aïe. Et alors, t'es un peu en mode, ok, là, t'arrives et genre, tu découvres des choses sur l'histoire, sur le lore et tout. T'es un peu en mode, ok, est-ce que c'est de gauche ? Il y a du rouge et tout. T'es en mode, dans les rouges sont les méchants. Non, je vais pas spoiler. Non, tu lâches une bombe comme ça. Ça s'appelle Blueprints. Il y avait peut-être un indice. Il y a tout un truc un peu comme ça. Et donc, t'es juste que, enfin, en tout cas, là où j'en suis, t'es pas trop sûr du message politique. Tu vois, genre, ok. Oui, au début, il n'y a pas du tout de message politique. Non, mais après. Après un peu. Enfin, les messages politiques, c'est un bien grand mot peut-être, mais en tout cas, ça parle de pouvoir. Mais Blueprints, moi j'aime bien quand il y a des petites énigmes dans les jeux, même des fois quand des grosses énigmes, mais celui-là vraiment, c'est tout le jeu est une énigme permanente qui tourne sur elle-même et c'est assez bluffant. Jeu suivant, c'est le coup de cœur. C'est mon coup de cœur, celui-là, c'est ça ? Ou c'est le tien, c'est le tien. C'est mon coup de cœur. Mais c'est toi qui as joué, Clara Max ? Non, je suis le seul. Non, moi j'ai pas joué, mais j'ai grave envie d'y jouer, mais je l'ai pas joué encore. Moi je l'ai fini. T'as fini l'histoire, la trame principale, quoi. Donc le jeu dont on parle, c'est Hades 2, donc qui est sorti en début d'année. Donc un roguelite dans l'univers de la mythologie où on suit Mélinoé, la sœur de Zagreus. Zagreus c'était le protagoniste du premier jeu, le fils de Hadès, d'où le nom. Et donc dans le premier jeu, je pense qu'on peut spoiler le premier jeu, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc dans le premier jeu, le but c'était d'aller à la surface pour retrouver sa mère. De s'échapper des enfers. Voilà, de s'échapper des enfers pour retrouver sa mère. Et donc au fur et à mesure du jeu, on noue petit à petit des relations avec sa mère, avec son père, avec les autres membres de sa famille. Et donc là, dans le deuxième opus, on suit la sœur de Zagreus, Mélinoé, qui, est-ce que je peux, si, mais peut-être 1000 ans ou 2000 ans ou 3000 ans après, quoi. Vraiment très longtemps après. Et en fait, on comprend dans le jeu que une grande partie de sa famille s'est fait emprisonner. Et donc, nous, notre but, c'est de délivrer les membres de notre famille. Et puis, ça, c'est un peu la base. Et puis, plus on avance dans le jeu, plus l'histoire se découvre. Et sans trop spoiler, c'est le même concept, hein, sauf que dans le premier Hades, il faut sortir des enfers. Là, il faut retourner au fond des enfers. Et après aussi, il y a monter en haut du mont Olympe, mais nous n'en parlerons pas plus. Je pense qu'on peut dire, parce que j'ai lu une critique du Monde ce matin, au moment où le jeu sortait, il disait effectivement d'aller jusqu'au mont Olympe. Donc en fait, effectivement, quand on a le choix entre essayer de descendre aux enfers ou essayer de grimper jusqu'au mont Olympe et donc de retrouver les dieux. Et je trouve que c'est un des aspects. Moi, j'avais un peu peur en jouant à Hades 2 parce que j'ai beaucoup aimé le 1, et donc évidemment, quand il y a un deuxième opus, t'as toujours peur d'être déçu. Et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à trouver un équilibre pas facile à trouver entre. Il y a beaucoup de nouveautés dans la DA, dans les personnages, dans l'histoire, dans le gameplay. Mais en même temps, il y a plein de références au premier, où quand tu as joué au premier, c'est très satisfaisant de reconnaître la différence, tel personnage, tel truc. Et donc j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à trouver un très bon équilibre entre les deux. J'ai dû jouer 130 heures, j'ai regardé ce matin sur Steam. Donc moi aussi j'ai fini l'histoire principale et je suis en train de réaliser toutes les prophéties une par une, tous les hauts faits, etc. Parce que c'est aussi un peu ça mon problème. Tous les salles de bain. Voilà, c'est ça. C'est aussi un peu mon problème quand je joue à un jeu, c'est que j'ai du mal à pas le finir à 100%. C'est pour ça que j'ai du mal à monter dans des jeux
où il y a beaucoup de choses à faire parce que je sais que si je veux tout finir, je vais y passer trop de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans Hades 2. Il y a beaucoup de choses à faire. Même si c'est un peu à la carte, parce que si tu as envie de t'investir un petit peu dedans, tu peux t'investir un petit peu ou plus. Il y a quelque chose qui est très important, je trouve, dans les jeux vidéo. Enfin, moi, c'est les suites. Réussir une suite, je trouve que c'est de plus en plus dur. En tout cas, moi, en tant que joueur, les suites m'intéressent de moins en moins. Même quand j'ai adoré le premier épisode. Après, il y a des contre-exemples. Tu vois, on parlait de Last of Us 2, c'est mieux que le 1. Last of Us 2, ou même j'ai beaucoup aimé Ghost of Yotei cette année. Mais par exemple, God of War Ragnarok, j'ai l'impression de jouer au God of War de 2018. C'est super bien fait, mais je suis pas emporté. Et ça m'arrive. Et là, Hades 2, ils arrivent très bien alors que c'est la même formule, enrichie, mais ils arrivent à te. Enfin, en tout cas, ils m'ont repris. Et je sais pas si tu l'as dit, c'est un roguelite. Donc à chaque fois que tu recommences au début, à chaque fois que tu meurs, tu recommences au début, mais tu es plus fort de ton expérience, de choses que tu as débloquées. Je trouve que ça marche bien avec la mythologie grecque, parce que tu as le mythe de Sisyphe où toujours tu dois recommencer, repousser ton rocher jusqu'en haut de la montagne, et tu as toujours envie de recommencer. Il y a toujours quelque chose qui donne envie de recommencer, c'est super bien fait. Ça explore de façon très habile, et c'est très beau la mythologie grecque, puisque tu discutes avec plein de dieux qui te donnent des biens. Chaque partie est unique, parce qu'à chaque fois que tu as des bienfaits différents des dieux de l'Inde, pas que des dieux d'ailleurs, mais de personnages de toute la mythologie grecque. Tu croises, tu as des conversations avec Ulysse, avec Némésis, c'est très, très très bien fait. Némésis, la déesse de la vengeance, rien à voir avec le collectif d'extrême droite. Rien à voir avec finalement peut-être. Et rien à voir avec Resident Evil Nemesis. On parlera tout à l'heure de Requiem. Il y a quelqu'un qui demande si on peut jouer à Hades 2 avant d'avoir joué au 1. Oui, je pense qu'on peut carrément. Après, c'est sûr qu'il y a quand même des allusions et des références à l'histoire du premier, mais on rate quelques trucs, mais oui, ça se fait. Tu comprends quand même l'histoire. Ouais, non, c'est pas handicapant. Puis même ce qui est suggéré dans Hades 2, ce qui est suggéré par rapport au 1, quand tu as le 1, tu as la référence, mais quand tu n'as pas joué au 1, ce qui est suggéré est intéressant aussi. Avec un regard neuf, ça peut te donner envie d'avancer. Mais moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que j'ai une hot take, c'est que Hades et Hades est à la mythologie grecque, ce que Boys Band est au super-héros. Vous l'avez ou pas? En gros, je trouve que Hades est une des rares créations à avoir réussi à renouveler un peu le genre autour de la mythologie, parce qu'il y a énormément de créations autour de la mythologie, des films, des livres, etc. Et je trouve que c'est souvent un peu les mêmes représentations, un peu les mêmes personnages, etc. Et je trouve que Hades est une des rares productions à avoir réussi à s'introduire dans cet univers, mais en nous faisant découvrir plein d'autres aspects de la mythologie, des relations entre des personnages incroyables, et on est toujours un peu étonné, surpris de la manière dont se déroule l'histoire, et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Et le rapport avec Boys Band, c'est que Boys Band a fait la même chose dans l'univers super-héros, où les super-héros, c'est un univers ultra poncé, où c'est toujours un peu la même chose, et la série Boys Band est une des rares productions à avoir réussi à renouveler un peu ça, et voilà. Voilà, c'était ça ma hot take. Ça s'appelle Boys Band ou The Boys? De quoi tu parles? Moi, j'ai pas la ref. Ah putain, j'ai The Boys. J'ai dit quoi? Je dis Boys Band. Ouais, c'est pour ça. Dans The Boys. Je parle de The Boys, la série The Boys. Ah, ok. Et là, on a la même sensation de satisfaction que dans Blueprint. J'ai j'ai compris. C'était en mode Boys Band. Je sais pas pourquoi je dis Boys Band. Très bizarre. D'ailleurs, puisqu'on parlait de God of War tout à l'heure, je trouve que même si j'ai beaucoup aimé God of War dans la Grèce antique, je trouve que le God of War dans l'univers de la mythologie nordique explore beaucoup plus la mythologie nordique et est beaucoup plus intéressant dans son rapport à la mythologie que n'étaient les épisodes qui se passent en Grèce. Les gens sont plutôt d'accord avec on peut jouer aux deux sans avoir fait le 1, même s'il y a des petits trèfles, mais sinon globalement ça se fait sans problème. On regarde la bande-annonce ? Allez. Du coup, j'ai mis la bande-annonce trailer parce que sinon tu avais une bande-annonce cinématique qui n'existe pas dans le... Ah oui, ça c'est toujours un peu chiant dans les cinématiques de voir des trucs qui n'existent pas. Voilà le trailer de lancement. In the name of Hades. C'est comme un court-métrage qui est sympa, mais qui No. Et on recommence. Back again. Let us strike. Heed now my will. Are you prepared for another hard lesson?
Nothing clears the mind like a refreshing soak. Care to accompany me? Good letting off some steam sometimes. You'll flourish here. Shades, you're free. See you in the crossroads. So what's up? I call upon the moon and draw you down. I vow to shine for you. Don't be afraid. Death. Don't forget all that the Titan took from you. Family has your back, surprised as they are about this. Some more knickknacks coming right up. Which way? The stuff of nightmares. I can do this. I would like to see you try. Death to Kronos. Mora Chronos, parce qu'évidemment, Ouais, le grand méchant de cet opus, c'est évidemment Chronos. Je vois pas mal de questions dans le chat. Il y avait gens une qui question débattent. sur le jeu, rien à voir avec Hades 2, sur Routine, qui est Ouais. apparemment un jeu qui a été annoncé en 2012, abandonné, qui est revenu en 2025. Je suis passé complètement à côté, donc je regarderai ce que c'est. Moi je non vois plus. pas ce que c'est non Moi plus. non plus. Du tout. Moi non plus. C'est français? C'est ça qui... Non, Je ne sais pas, je ne sais La pas. personne a dit que c'était français, mais non, non, pas du tout. Routine, c'est un jeu d'horreur sur le travail. Pendant un instant, il y a marqué Join Force with Humanity. Mais oui, joignez-nous votre force. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent. Merci à vous. OST Hades 2, évidemment, c'est aussi un jeu avec une OST incroyable. Il y a, je crois, sur YouTube, Spotify et tout, il y a tous les. Enfin, Spotify, on va éviter d'aller sur Spotify, plutôt sur Deezer. Évidemment, il y a toutes les OST qui sont disponibles. Ok, et bien, est-ce qu'on passe à la suite ? Yes. Ouais. Donc là, on va juste rentrer... avant de passer à la Ouais. suite, il y a un jeu français, j'ai aucune obsession pour les jeux français, hein, mais et qui a un Cocorico, Ouais, l'humanité, voilà. là, c'est plus ce que c'était. Hein. c'est clair. mais qui est excellent et qui est un roguelite et qui c'est Absolum. Ouais. Je sais pas si Ah vous ouais, avez ouais, Absolum, je peux Absolum. J'y ai pas joué, mais c'est alors. vraiment génial. Ça reprend pas mal des qualités d'Hades, mais avec vraiment son originalité, ses caractéristiques propres. Et c'est un super roguelite. Pour ceux qui ont adoré Hades, vous pouvez vraiment, n'hésitez pas. C'est un très 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 bon jeu vidéo. Voilà. Et non, je reviens sur le côté roguelite. Et effectivement, on recommence beaucoup, c'est le principe du jeu. Mais je trouve que Hades, mais en fait, c'est souvent le cas maintenant pour les roguelites, arrive à te faire recommencer une partie et que ce soit pas chiant. C'est-à-dire que tu as toujours des nouveaux trucs à faire, l'histoire avance. C'est aussi un truc dont on a peut-être pas assez parlé, c'est que l'histoire dans Hades est ultra profonde. On noue des liens avec les personnages hyper forts. Il y a beaucoup de discussions. D'ailleurs, j'ai vu certains avis dire franchement, il y a trop de lecture. Et moi, je trouve parce que du coup, on forge vraiment des relations très fortes avec les personnages. On découvre l'histoire. Et il y a vraiment des personnages où tu comprends au bout de, je sais pas, 50, 60 heures de jeu, en fait, qui c'est, pourquoi elle est importante, où il est important et tout. Donc c'est vraiment, enfin, le côté roguelite, justement, amène encore plus de profondeur au jeu. Et Absolum, tu as tout le temps envie de recommencer, tu as des embranchements super bien faits, tu dois choisir aussi entre différentes choses à chaque fois que tu changes pas de pièce, mais d'environnement. Et il y a un truc qui est très très fort dans les roguelites, qui est vraiment au centre d'Hades et de Absolum, c'est chaque fois que tu découvres un nouveau boss, tu te fais latter, tu te fais vraiment défoncer, et tu te dis mais jamais j'arriverai à le... Il y a un mur de difficulté. Et puis après tu lui roules dessus. C'est vraiment anecdotique après. Prochain jeu, on a fini avec un peu nos coups de cœur de l'année. On va faire un peu de prospection avec nos attentes pour l'année prochaine. On ne pouvait pas parler de l'année 2026 en jeu vidéo sans parler de GTA 6. Pourquoi on avait envie d'en parler, c'est en fait au-delà de l'aspect jeu vidéo, je pense que ça va être un événement culturel comme je pense rarement on en a vu. Je crois que c'est un des jeux les plus attendus du monde. Enfin, jamais un jeu n'a été aussi attendu. Un des jeux au plus gros budget, qui a énormément de promesses sur la qualité de l'image, du scénario, etc.
il y a quand même eu à rappeler des grèves dans le studio Rockstar en fin octobre, début novembre, parce que des salariés ont été licenciés, entre 30 et 40 salariés ont été licenciés de studios, je crois, au Royaume-Uni et au Canada. Et selon la direction, c'est parce qu'ils auraient fait des leaks sur le jeu. Et en fait, les syndicats disent non, c'est parce qu'on était justement en train de s'organiser syndicalement, de discuter de nos revendications. De créer des syndicats. Voilà, de créer des syndicats. Salariés, Et donc, un cas flagrant de discrimination syndicale. Et le jeu a été reporté plusieurs fois. Là, pour l'instant, donc, au départ, il devait sortir en avril, je crois, de cette année. Là, il sortira normalement en novembre. Et donc, ça va être un gros moment, je pense. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses dans la suite du jeu vidéo. Parce que GTA 5 a aussi beaucoup changé et surtout est toujours aussi présent. C'est GTA 5 qui a démocratisé le RP, alors qu'avant c'était un truc un peu de niche, le fait d'incarner des personnages dans un jeu, et on voyait ça genre dans des Arma, des trucs comme ça, mais GTA 5 a vraiment démocratisé le RP, donc je pense que GTA 6 va être un événement où il y aura un avant et après GTA 6 pour l'industrie du jeu, pour la manière dont on consomme le jeu. Et dernier truc, il se passe quand même pas mal de choses aux États-Unis en ce moment. GTA 5 était aussi connu. De quoi on parle ? GTA 5 était connu pour mettre en scène aussi des personnages racistes, de montrer la pauvreté aux États-Unis, les inégalités, etc. Donc on ne sait pas du tout quel sera le scénar, les persos de GTA 6. Mais je pense que tout ça, là, tout ce que j'ai dit ensemble, ça va vraiment être un moment important. Tu penses que ça va te dénoncer grave ? Je sais pas. Je sais pas parce que. En fait, je sais pas quand est-ce que le jeu est. Enfin, là, il est encore en développement, mais ça fait quand même. J'imagine un moment que le scénario est peut-être fini et tout. Donc, est-ce qu'ils ont intégré des éléments d'actu ou pas ? Je sais pas. Mais je pense que ça sera extrêmement intéressant de regarder ça. Ouais, il y a quelqu'un qui dit Rockstar est un des pires studios en termes de crunch avec Naughty Dog et Blizzard. Après, ouais, là c'est écrit 26 mai 2026 et ils ont décalé à la fin de l'année, je crois déjà. Novembre, je crois. Novembre, ouais, sachant qu'en plus, les jeux prévus pour novembre, c'est une date souvent très glissante. Novembre. Ça se trouve, ça sortira en 2027. Mais sur ce que disait, oui, c'est un des pires studios en termes de crunch. Ouais, je crois que c'est vrai que Rockstar, ils se donnent le temps pour développer leur jeu. Et ils ont un modèle économique où ça leur pose aucun problème de développer un jeu pendant 10 ans parce qu'ils savent qu'après, ils vont le vendre peut-être à 30 millions d'exemplaires. Et alors même qu'ils développent des fois pendant 5-10 ans, il y a ce qu'on appelle le crunch, c'est qu'à la fin, les salariés, pour les dernières semaines ou les derniers mois de développement du jeu, travaillent presque nuit et jour, avec abolition totale du droit du travail, dans des conditions où ils font des burn-out, de toute façon des conditions qui parient sur la passion et sur la pression mise aux salariés, mais en fait ça suffit pas. Et il y a plein de chartes maintenant qui sont signées par des studios de développement pour arrêter ces pratiques-là. Il y a des jeux qui disent nous c'est un jeu fait sans crunch, en respectant les salariés. Et ensuite sur ce que vous disiez sur le Grand Theft Auto, ce qui va dénoncer, il y a toujours cette ambivalence dans GTA qui ausculte et défonce la société capitaliste américaine, tout en te permettant d'en profiter dans ce qu'elle a de pire. Ah bah oui, un peu la dualité de GTA c'est des jeux fascinants, c'est des jeux mondes, c'est des jeux univers qui débordent de partout. Ouais, mais du coup, je pense que parce que pour le 6, c'est quand même ça sort dans un autre monde que les précédents, tu vois. L'Amérique a changé, ouais. Les États-Unis ont changé. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? C'est plus pareil de faire GTA en 2026 que de faire GTA en 2010 ou. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que ce côté justement, je sais pas, j'allais dire cathartique, mais je pense que c'est pas vraiment le bon mot parce que c'est pas assez critique. Il y a pas de charge critique dans ce mot-là, mais. Qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le monde où il y a l'ICE, quoi, tu vois. En plus, tous les GTA disent que les racines, l'essence, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, mais le propos de GTA, c'est de dire que l'essence du mythe américain est violent. Et que la vie américaine est une vie violente. Et même les Red Dead Redemption, du même studio qui sont passionnants, c'est sur ça aussi, c'est sur la violence inhérente à la société américaine. Et là, quand tu regardes des images récentes de ce qui se passe aux États-Unis, tu as l'impression d'être dans Red Dead. Donc, à voir. Oui, je voyais quelqu'un qui revenait sur Spotify. Merci d'avoir expliqué parce que je l'ai balancé un peu comme ça, mais voilà. Ouais, mais alors, je crois que en vrai, j'ai entendu que Deezer c'était quand même. C'était pas terrible non plus. Non, mais c'est pas aussi quand celle que Spotify, mais en fait, je crois que c'est quand même pas oui. quoi. Mais moi, c'est français. Mais c'est mieux. Parce qu'apparemment, on est cocorico aujourd'hui. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est quand même mieux Spotify. Je suis sur Deezer. Mais essayez de vivre sans milliardaire. On avait fait un sujet dans l'Humanité Magazine. Essayez de vivre sans milliardaire. Donc, tout ce que vous achetez, tout ce que vous consommez, ça va pas dans les poches d'un milliardaire. C'est très compliqué. Vous pouvez vous abonner à l'Humanité, ça, normalement. C'est bien le problème du capitalisme, finalement.
du capitalisme monopolistique. Mais attends, juste avant de lancer, il y a juste quelqu'un qui se plaignait qu'on n'ait pas parlé de Silksong parce que c'était, mais voilà, on avait choisi un jeu par personne, donc absolument, il était dans une pré-liste pour l'émission. Mais là, on a donné que quelques jeux, un chacun, et après quelques citations par-ci par-là. Mais oui, Silksong est un chef-d'œuvre, même si je le trouve très très difficile. Après, ça fait partie du délire. Mais oui, Silksong, c'est un super jeu, c'est magnifique et c'est d'une profondeur assez inouïe aussi. La chaîne YouTube People Make Games a fait des super reportages sur l'histoire des employés Rockstar. Ok, bah écoute, on ira voir ça. On regarde quand même le trailer. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une annonce de nouveau trailer aujourd'hui ou hier, mais je l'ai pas vu. Non, mais apparemment il y a des leaks potentiels. Peggy 18. S'il pouvait arriver maintenant, le nouveau trailer serait parfait. Exclu sur la chaîne de l'humanité. C'est ça. Rockstar nous a envoyé le truc. On s'est engagé à faire une très bonne critique du jeu en échange. Just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I think you heard before. You might have. Hey. Hey. We happened to be at the same party. Hands above your head, now! You, stay. Can you begin? On peut pas tout montrer sur Twitch non plus, Aurélien. J'ai pas regardé la bande-annonce quand j'ai eu peur. Trust me, this place is just the start. Non, j'ai eu peur de faire ban de la chaîne de Twitch. And what you got? Gonna do this? We're doing it right. Yo, D, this full effect? They got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. You and me, Lou. We got this. We got it. Say Vice City, baby! Vice City, baby! Come to Fields Ammunition today. We got more guns than the law allows. Hey. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Ce sera en 26 mai. Ce sera en novembre. Et retour à Vice City. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon épisode préféré de Vice City. C'est le 3 ? C'est celui qui est sorti après le 3. Initialement, ça devait être d'ailleurs une extension, un add-on de GTA 3. Puis en fait, ils ont fait un épisode à part entière. Donc GTA 3 est incroyable, San Andreas aussi, mais Vice City, j'avais été complètement emporté par l'ambiance. Le 4, c'est le plus sombre en termes d'ambiance, qui était vachement intéressant, avec un immigré serbe qui arrive à New York. Et le 5, c'est le 5, on incarne 3 personnes. On peut incarner 3 personnages différents. Apparemment, le 6, peut-être il y a d'autres épisodes que j'ai plus trop en tête, comme Chinatown Wars, qui était sorti sur DS, ou d'autres, j'ai pas joué forcément à tout, mais pour les épisodes principaux, je crois que c'est la première fois qu'un couple est au centre de l'intrigue et où il y a un personnage féminin on va pouvoir incarner qui fait partie des personnages principaux. Tout à fait, ça fait assez Hollywood version JV quand même. Oui, mais après je crois que c'est aussi l'ADA du jeu de faire très américain, très States avec tous les clichés qui tournent autour. Ok, prochain jeu ou vous avez encore des trucs à raconter ? On reparlera de GTA 6 longuement et de tout ce qui est intéressant dans GTA, tout ce qui est contradictoire aussi, parce que là tu peux soulever plein de contradictions dans les GTA, à la fois
l'attrait pour la violence, la dénonciation de la violence. Enfin, il y a plein de choses qui se rencontrent. Ouais, mais ça, c'est toujours un truc un peu à double tranchant dans les jeux vidéo, parce que tu as beaucoup de jeux vidéo qui sont censés dénoncer, mais du coup, tu as toujours cette ambiguïté, parce que tu as quand même cette fascination pour la violence, pour les armes, pour le viol, etc. Et c'est toujours un peu ambivalent de trouver... Enfin, voilà, c'est comment dire, une rencontre difficile, quoi, je trouve, de ce niveau-là. Et puis là, comme GTA a toujours été aussi une satire de ce qu'il y a de pire aux États-Unis, avec Trump, comment tu fais Et South Park, ils ont le même problème. South Park, ils disaient on a une crise d'inspiration avec Trump, parce qu'avant, tout ce qui pouvait être fou qu'on mettait dans un épisode, ça peut être fait en vrai. Donc, quelle est la part de satire au bout d'un moment ou d'irresponsabilité face à l'actualité. Mais bon, ça, Mais je trouve que c'est un truc un peu plus large sur la critique. En fait, c'est difficile dans des sociétés où tu te retrouves à... Parce que pendant longtemps, tu vois, tu peux... même, je pense, même à la sociologie critique, etc. Enfin, je veux dire... En fait, quand tu es dans une société où la violence et les buts sont très clairement annoncés, ben, le rôle de la critique et de la satire, il devient un peu bizarre, quoi. Parce qu'en fait, tu te retrouves si tu t'explicites quelque chose qui était implicite, tu peux ça peut être une critique, mais à partir du moment où c'est explicite, encore une fois, dans l'Amérique de Trump, tu vois les rapts de l'ICE, etc. Je veux dire, ça arrive vraiment et les gens sont en mode ouais, nickel, c'est parfait. Donc du coup, voilà, comment est-ce que tu fais de la critique et de la satire quand en fait ça l'est pas, quoi. Ou quand ta satire elle tourne en rond par rapport à la réalité, du coup, comment elle est plus au niveau. C'est juste de la tu rejoues la réalité et à ce moment-là, le sous-texte politique il est très différent, quoi. Merci beaucoup à Mediapart qui nous raide avec 361 personnes. Merci à Mediapart. Merci à toutes celles et ceux qui arrivent. Bienvenue. On est en train de faire une émission un petit peu particulière. On n'a pas l'habitude d'un sujet dont vous avez peut-être pas l'habitude de voir à l'Humanité. On parle de jeux vidéo. On a passé déjà une bonne heure à parler de nos coups de cœur de l'année. On commence à parler des grosses attentes de 2026. Et donc on a commencé par GTA, évidemment dans un contexte politique extrêmement particulier. Voilà ce qu'on est en train de faire avec Climax, que vous connaissez sûrement, et Aurélien Souchère, journaliste politique, chef du service politique à l'Humanité. Et on a parlé pas mal de politique à l'occasion de GTA 6. On n'y arrivera peut-être pas autant pour le prochain jeu qui est Slay the Spire. Peut-être un peu moins. Ça, c'est une de mes grosses attentes de 2026. Slay the Spire, donc pour ceux qui ont joué au 1, vous connaissez, c'est un roguelite de deck building. On construit son deck, on a des cartes en fonction du personnage qu'on choisit d'incarner au début. Dans le premier opus, je crois qu'il y avait jusqu'à 4 ou 5 personnages. Donc suivant le personnage qu'on choisit, on a des cartes de départ et ensuite on avance dans le jeu, on traverse des salles, on combat des boss, on combat des ennemis, on trouve des cartes, des coffres et tout. Et on construit notre deck. Et à la fin, on a un gros boss à terrasser. Et une fois qu'on a réussi ou qu'on meurt, on recommence au début. C'est un jeu, je pense, j'ai regardé ce matin, je suis allé voir sur Steam, j'ai passé 150 heures dessus. Ça a occupé beaucoup de mes années fac. Où je m'emmerdais en amphi et donc je jouais à ça en écoutant d'une oreille distraite. C'est très mal, j'en suis désolé. Et en fait, j'avais un peu oublié que le 2 avait été annoncé en fait en 2024. Au départ, l'Early Access devait être en 2025. Je crois pas l'avoir vu. Donc je pense qu'il y aura une vraie sortie en 2026. Et donc c'est un jeu que j'attends beaucoup parce que la DA est très sympathique. Moi qui aime beaucoup les roguelites et le deck building, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Et donc gros avertissement sur le chat, ce jeu va aspirer votre temps libre. Ah ouais, non, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible. En fait, quand je suis allé voir sur Steam ce matin combien de temps j'avais passé, je dis, je sais pas, j'ai passé 30, 40 heures, 150 heures. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, Théo, t'étais en mode ouais, non, les jeux où il faut jouer beaucoup, moi, c'est pas vraiment mon truc. En fait, il va en sortir. Ouais, c'est ça. En fait, les roguelites, je trouve c'est différent parce que c'est addictif. J'aurais pu m'arrêter avant, j'aurais pu y jouer 30 heures et avoir eu l'impression de faire le tour du jeu, mais non, en fait, comme t'as jamais vraiment fini, tu peux relancer une partie. Le jeu parfait de l'ennui. Voilà, je ne suis pas le seul, je pense, à avoir lancé ce jeu en suivant d'une oreille distraite mes cours d'amphi. Moi, je joue au tarot. Tarot en ligne. Pendant les cours. Je suis devenue hyper forte au tarot à la fac, vraiment, genre j'étais obsédée, on séchait les cours avec mes copines pour jouer au tarot à 8h du matin, c'était n'importe quoi. Ok. On regarde le trailer et on pourra en discuter après, je pense. C'est en anglais, désolé. Est-ce que je peux peut-être mettre les sous-titres? Est-ce qu'il y a des sous-titres? C'est toujours un peu... Allez. Titled Top Ways to Conquer the Spire. You find this manuscript highly suspicious because it's covered in blood. You read the book, covering your hands in blood.
sur le film Monsters. Voilà, il a rigolé. Ce gros verre de terre m'a fait rire. Je trouvais ce monstre assez drôle. Je voyais quelqu'un dans le chat dire j'ai un peu de à quel point ça ressemble au premier. Par contre, je suis assez d'accord en voyant la bande-annonce. En tout cas, en termes de graphisme, j'ai pas été subjugué. C'est vraiment le 1 avec un peu d'autres monstres. Même dans les personnages qu'on peut incarner, il y en a 2 qu'on pouvait déjà incarner dans le premier. Là, il y en a l'air d'avoir un nouveau, l'espèce de nécromancien, là, le squelette, et donc le 4e personnage où on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est vraiment un Slay the Spire 2 ou un Slay the Spire 1.2 ? Je ne sais pas trop, il faudra voir quand il sort. Mais en fait, même si c'est qu'une grosse mise à jour du premier, moi je suis déjà très content puisque j'ai beaucoup joué au premier. Voilà, j'espère qu'il développe bien le lore. C'est vrai que ça a peut-être été une des faiblesses du premier, je sais pas si le chat sera d'accord, c'est que le lore est pas trop central dans le jeu. Tu peux jouer sans du tout t'intéresser à l'histoire, ça te change pas grand chose, c'est pas ultra développé. Il y a un peu de lore, mais c'est quand même vraiment pas central. Donc c'est vrai qu'une amélioration par rapport au premier pourrait être de développer un petit peu plus l'histoire des personnages. Voilà, la bande-annonce, on dirait ouais, voilà. Le chat a l'air à peu près d'accord avec moi. Mais moi, j'étais un peu... Parce que je t'ai dit, moi, j'ai pas joué à Slay the Spire, mais ça me donne trop envie. Enfin, c'est typiquement le genre de jeu, je sais que je vais aimer. Mais du coup, je sais pas si ça vaut le coup que je joue au 1 avant le 2. J'ai l'impression que... Franchement, j'ai pas l'impression. Ouais. Dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, j'ai pas l'impression. Après, on verra, mais... Il y a même quand avec Darkest Dungeon 2, mais finalement il y a plein de nouveautés. Ouais, faut voir. Après, c'est vrai que les bandes annonces peuvent pas être exhaustives, il y a sûrement plein de nouveautés, mais t'attends quand même une bande annonce qu'elle te dise ok, c'est vraiment un truc nouveau, qu'elle te donne un peu envie d'y jouer. Là, reprendre des études. De reprendre des études pour pouvoir passer du temps. Ça, quelqu'un disait Binding of Isaac a failli me faire rater. T'ennuyer en amphithéâtre, parce que c'est peut-être comme ça que ça se savoure le plus. Ouais. Quelqu'un parle jeu de plateau, et je suis pour faire mes cadeaux de Noël, j'ai failli acheter le jeu de plateau et ensuite j'ai vu qu'il coûtait 150 €. Ouais. En fait, 150 heures, hein, c'est 1 heure par euro. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment adapté le jeu complètement en jeu de plateau et du coup, ça coûte ultra cher. Mais ouais, je crois que c'était 130 ou 150 €. Donc je dis bon, non, peut-être pas quand même. Ça fait un peu cher pour un jeu de plateau. Donc je n'y ai pas joué, mais je vous fais confiance. Voilà. On devrait faire un live jeu de plateau. Mais grave, même jeu de rôle, je pense. Ah ouais, moi j'aimerais trop. Hein. J'ai plein de trucs. Hein. Franchement, écoute, c'est lancé, l'idée est posée. En plus, je pense qu'il y a plein de gens à l'humanité qu'on ne soupçonne pas d'aimer les jeux de rôle et les jeux de plateau, donc ça peut être très chouette. Donc voilà pour le jeu, je pense que j'attends le plus pour 2026. Je voulais aussi vous en parler parce que c'est un peu jeu de niche. Les gens n'ont pas forcément vu ce truc-là, mais je vois dans le chat que vous faites partie de cette niche puisque beaucoup y ont joué et beaucoup l'attendent aussi. Un jeu de rôle thème l'humanité. Ouais. Ce serait quoi le lore ? Genre on essaie de... Il y a une... T'as la carte suprême, la carte Jaurès. Et t'as des cartes, ça marche beaucoup moins bien. La carte fête de l'humain. Ouais, ça marche bien, ça, la carte fête de l'humain. J'ose pas faire des blagues sur qu'est-ce que pourrait être le jeu de l'humanité. Je sais pas si on a le droit. Renverser le capitalisme, on peut dire. Allez, voilà, renverser le capitalisme, ça on peut dire. Oui, parce que vendre un journal n'a jamais été vraiment notre objectif. Mais attends, alors que renverser le capitalisme, c'est un niveau d'ambition. Les deux sont peut-être pas... non, mais par contre, il y a un jeu, je t'ai parlé hier, non, pas hier, bref, sur un jeu de journal, là. Vous avez pas vu ça ? Mais oui, je voulais y jouer un jeu où tu dois gérer ton journal. Ouais. Toi, tu disais, je vais pas jouer. Je vais pas jouer à ça. Si vous avez le nom de jeu dans le chat, n'hésitez pas à le... C'était pas mal, c'est pour ça que j'en parle, mais j'ai pas joué. Bref. Le prochain jeu, c'est l'attente. Je sais pas, c'est l'attente de qui ? C'est moi. C'est la tienne ? C'est mon attente. Bon, alors j'ai plein d'attentes. Il y a Saros que j'attends, c'est ceux qui avaient fait Returnal.
qui était pour moi la première exclue importante sur PS5. Il y a aussi le James Bond fait par ceux qui font Hitman. Ça, j'ai hâte d'y jouer. Et il y a Dawn of War 4, Warhammer 40 000 Dawn of War 4, j'ai beaucoup envie d'y jouer. Et donc celui-là, The Blood of Dawnwalker, c'est peut-être le moins... The Blood. Pardon. The Blood, ouais. T'as vu ? On n'a rien dit pour Returnal. Là, ça faisait quand même... Il faut savoir que les jeux vidéo... Français, Aurélien. Non, les jeux vidéo font retomber mon anglais au collège. Parce que ça a été... Le jeu vidéo a été un de mes premiers contacts, a permis un des premiers contacts avec l'anglais. Ouais. Et du coup, si je parle d'une série télé ou d'un livre anglais, je fais pas ça. Mais si je parle d'un jeu vidéo, je peux dire Gun. Tu vois, je peux partir très très vite en vrille. Et par exemple, les codes de World of Warcraft 2, les codes de Warcraft 2. Le code d'invincibilité, c'est It's a good day to die. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais là, It's a good die to die. It's a good day to die. Je pense que tu as... Et donc, le jeu vidéo peut servir de trappe à défoncer mon anglais. Trappe anglais. Je pense que tu as réanimé des souvenirs enfouis de Warcraft 2 ou 3 et des codes d'invincibilité. Et donc ce jeu-là, c'est par des anciens de CD Projekt qui ont travaillé sur The Witcher 1, 2, 3, que j'aime beaucoup, j'adore le 2, j'ai une passion pour le 2. C'est un jeu dans lequel tu incarnes donc on sent la patte The Witcher, mais tu incarnes un vampire, mais qui a quelques jours, donc c'est un jeu qui aura une forte rejouabilité, tu as quelques jours pour s'en sortir. Et c'est en monde ouvert, mais tu as quelques jours pour t'en sortir. Donc je pense que cette tension peut être très intéressante à explorer en jeu vidéo et relancer des parties. Non, on peut regarder la... Mais attends, désolé, mais non, je voulais juste revenir sur le truc monde ouvert. Est-ce que, enfin, moi, je suis un peu genre les mondes ouverts en ce moment, je suis un peu genre. Toi aussi ? En fait, pendant un moment, je faisais quasiment que ça. Enfin, quasiment que ça. Je pense que 80% des jeux auxquels je jouais étaient un monde ouvert de près ou de loin. Et c'est vrai que j'ai eu un peu... j'en avais trop marre. Ouais. Et en fait, maintenant que j'en fais moins, quand j'en fais un, finalement, je kiffe. Ouais. Mais une fois de temps en temps, quoi. Mais non, sinon, effectivement... Parce que même, tu vois, quand le deuxième Zelda, comme il s'appelle, Tears of the Kingdom, est sorti, j'étais un peu genre... j'avais adoré le premier. Mais tu vois, c'était un peu... Et là, à chaque fois que je vois des nouveaux jeux en monde ouvert qui sortent, c'est... Je sais pas, ça me... Mais surtout, je trouve que pendant un moment, le monde ouvert était la règle et du coup, tous les jeux en faisaient alors qu'il n'y avait pas forcément un intérêt narratif. Et surtout, ils reprenaient les codes les uns des autres sans se renouveler. Ouais. Et c'est toujours un peu la même chose. Je suis complètement d'accord. Sur celui-là, ce qui m'intéresse, c'est la contrainte. Et apparemment, c'est un semi-monde ouvert et avec cette contrainte de temps qui fait qu'il m'attire, plus l'univers. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plein de mondes ouverts. En plus, tu es toujours... tiens, tu vas trouver ça pour augmenter ta santé. Là, tu vas trouver ça pour augmenter ta dextérité. Et tu vois le plan calqué sur les autres jeux. Et il y a des jeux que je lâche à cause de ça. Et des fois, je suis agréablement surpris. Par exemple, Ghost of Yotei, qui a une structure monde ouvert et qui reprend des codes du monde ouvert où normalement j'en ai marre et je suis allergique. Là, j'ai été emporté par sa façon de faire. Mais sinon, je partage complètement la critique. Parce que c'est vrai, tu vois, j'ai l'impression que le succès de Clair Obscur, on va revenir à Clair Obscur, mais le succès de Clair Obscur, c'était un peu ça aussi. J'ai l'impression, il y avait tous les studios qui faisaient que du monde ouvert, du monde ouvert, un peu copier-coller, où on avait un peu marre, c'était trop, tu vois, un peu overwhelming, comme on dit en anglais. Et après, tu arrives avec Clair Obscur, où en fait, d'un coup, tu te retrouves avec des couloirs, avec du tour par tour, et en fait, c'est hyper bien parce que c'est hyper bien pensé pour le jeu, le gameplay est super, et en fait, c'est mieux, quoi. Guillaume Roche, le réalisateur, déteste les mondes ouverts. Ouais. Je vois des gens parler d'Ubisoft. On parlera un peu d'Assassin's Creed, je pense, en fin de truc, parce que moi, j'ai pas mal de trucs à dire sur Assassin's Creed. Mais par exemple, en monde ouvert récemment, l'année dernière, j'ai joué à Spider-Man 2, et je trouve que là, il y a un intérêt au monde ouvert, parce que l'intérêt aussi de ce jeu, c'est de pouvoir gambader entre les immeubles et tout. Et donc là, je vois un intérêt narratif et dans le gameplay à avoir un monde ouvert. Mais c'est vrai que sinon, je suis assez d'accord sur le fait que les copier-coller. Et en plus, je vous disais que je suis un peu névrosé, il faut que je finisse les jeux à 100%. Les mondes ouverts, c'est terrible, parce que pour aller trouver la petite fiole cachée au fond du sable, vas-y, tu passes 2 heures au truc. Enfin bref, j'ai des PTSD un peu avec les mondes ouverts. Tu veux qu'on regarde la balance, Aurélien ? Je sais pas si elle sera très parlante, mais... Peggy 18. Il y a toujours eu des monstres. Psychopathe français. Tapis dans l'obscurité. Je suis moitié espagnol en plus en vrai. À attendre que nous soyons faibles pour surgir des ténèbres. Nous nous sommes crus morts, mais c'était sur notre âme que pesait la menace.
les vampires ne venaient pas nous tuer. Non, ils prenaient le pouvoir. Pour faire de nous leur bétail, stupide et docile. Mais pas moi. Ils ont voulu que je devienne comme eux. Mais ils m'ont changé en autre chose. Leur pire cauchemar. Un pénombral. Piégé entre deux mondes. Je me bats pour changer la donne. Je me bats pour comprendre ce fléau qui nous afflige. Il est là quelque part, à observer. Il s'agit nullement et grandit. Bah écoute, ça m'a donné envie. Ouais. Je sais pas si du coup je suis aussi un peu anti. J'avais vu d'autres vidéos j'avais vu d'autres vidéos qui montraient mieux, je pense, l'essence du jeu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est j'adore les The Witcher, mais le réalisateur, donc un ancien de The Witcher, il dit moi, ça m'intéressait pas de travailler sur le 4. Je voulais travailler sur quelque chose de plus modeste, plus resserré, plus petit. Et l'idée de la contrainte, l'exploration de deux univers, parce que lui, donc c'est un humain qui devient vampire, mais qui est pas avec les vampires et qui doit trouver une solution avec un sablier, enfin donc une contrainte de temps très forte. Je me dis ça peut être pas mal. Mais sinon ça va dans la vie, vous inquiétez pas, la vidéo est un peu flippée. non mais c'est vrai que ça fait un peu Dark Sasuke, mais de temps en temps ça fait un peu plaisir d'être. Ouais, si c'est bien fait, pourquoi pas. Ouais. Et apparemment tu peux te balader 2 jours aussi. Hein. Là c'était que la nuit, mais Vampire 2 jours, j'aime bien l'idée aussi. Twilight. On passe au suivant. Ou est-ce que vous avez encore des trucs à raconter sur The Blood of quoi? The Blood of Dan Walker. The Blood of Dan Walker. The Blood of Dan Walker. Le jeu que tu attends, Clément, c'est Resident Evil Requiem. Ouais. Tu vois, t'as dit Evil. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est parce que t'as appris le mot enfant. C'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que tout le monde dit Resident Evil pour le coup. Parce qu'on a appris enfant. C'est vrai. Non mais ouais, Resident Evil, moi j'aime beaucoup Resident Evil. Et quand ils avaient fait le dernier qui sont sortis, c'était le remake du 4. Et ça m'avait pas trop. Vous avez joué ou pas? Ouais. Non, moi je sais, j'ai jamais joué à aucun des Resident Evil parce que j'ai trop peur. Mais par contre, je pense j'ai regardé tous les gameplays de gens y jouer parce que là ça va. Après, j'avoue, j'y jouerai pas toute seule à Resident Evil. Mais non, mais le 4, je sais pas. Enfin, le remake du 4, j'avais pas trop accroché. Alors que j'avais adoré Village. C'était vraiment super. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas du tout aimé. Je crois que c'est vraiment très clivé pour ceux qui ont joué à Resident Evil, s'ils ont aimé Village ou pas. Moi, j'avais vraiment adoré parce que l'univers, le château est magnifique. L'ambiance m'avait trop plu. J'avais vraiment beaucoup aimé. Comment il convoque tous les codes de l'horreur aussi, tous les différents univers de l'horreur. De l'aurore. C'est plus à parler français maintenant. Mais pour le coup, les Japonais, ils sont forts en horreur, quoi. C'est vraiment. Tu vois, j'avais joué à Alan Wake 3. Non, le 2, pardon, le 2. Il n'y a pas de 3, je crois. Il n'y a pas de 3, celui qui vient de sortir l'année dernière. Et en vrai, je sais pas, moi, j'adhère pas trop. Je trouve que juste les Japonais, ils sont trop forts en horreur, quoi, tu vois. Les Américains, ils sont moins bons. Enfin, je sais pas, il y a un jeu d'horreur que j'adore, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est Dead Space. Ouais, Dead Space, c'est le remake, je trouve ça incroyable. Mais oui, le remake du 4 est bien fait, mais tu rejoues tu rejoues au 4, alors que Village, moi j'ai beaucoup aimé Village. Déjà, j'avais été un peu traumatisé par celui d'avant, là, le 7. Alors que le Village m'a permis vraiment de profiter de la dimension FPS vue à la première personne, qui est neuve dans un Resident Evil. Mais, Resident Evil. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans les Resident? Qu'est-ce qui te plaît dans les jeux d'horreur?
En fait, il y a Parce qu'il y a vraiment. un peu de Dark Sasuke, toi aussi, finalement. Ah ouais, de ouf. Moi, j'ai Astarion dans Baldur's Gate 3, j'adore, carrément Dark Sasuke. Non, mais qu'est-ce que j'aime ? En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le jeu d'horreur où t'es vraiment physiquement impliqué dans le jeu. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a un truc dans les... dans les jeux prenants comme ça, parce qu'on parlait avant parce que quand Théo me disait qu'il ne pas jouer à Resident Evil parce qu'il avait peur, mais ce que je comprends, c'est bon, j'ai compris que je suis peureux en fait, c'est bon. Mais tu me disais que Last of Us 2, ça t'avait, et je suis d'accord, et c'est pas un jeu horreur Last of Us 2, mais c'est un jeu qui met mal et qui est stressant. Un peu angoissant quoi. Et pareil, tu vois, je trouve que c'est un jeu qui est bien parce que t'es vraiment corporellement impliqué dans le jeu, dans ce genre de choses. T'es tendu, comme c'est un FPS, t'es vraiment, t'es complètement immergé dans l'image. Et c'est un truc que je trouve super bien. Et du coup, je sais pas, je trouve que Resident Evil, c'est vraiment une licence, je sais pas, j'aime toujours y jouer, quoi. C'est toujours agréable, agréable, façon de parler. Mais après, tu trembles un peu. Mais après, celui-ci, bon, il se passe à Raccoon City. Donc qu'on avait déjà vu dans des précédents. Et c'est plus, du coup, je sais pas, l'univers me chauffe un petit peu moins que ce que j'avais adoré donc dans Village, ce qui se passe en Roumanie, avec tout ce délire vampire, loup-garou, poupée chelou, gothique un peu, qui était vraiment que moi j'aimais beaucoup, et celui d'avant dans le Bayou, pareil, que moi j'aime beaucoup, tout l'univers Louisiane, tout ça c'est un peu plus États-Unis. Raccoon City, c'est un peu là où l'intrigue, c'est vraiment la ville de base, quoi. C'est là où tout se passe, même dans les films. Le manoir dans le 1, le commissariat et la ville dans le 2 et le 3, sans le commissariat. Mais le 4 était génial. Après, moi, sur les Resident Evil, j'étais passé complètement à côté du 5 et du 6, que j'avais trouvé beaucoup trop orienté action et what the fuck. Alors qu'il y a un retour à l'horreur vraiment bien avec le 7, et le 8 fonctionne bien aussi. J'adore les Alan Wake. Dead Space, je ne reparlerai pas. Mais dans les jeux d'horreur, alors très bizarrement, moi je flippe plus aujourd'hui que quand je jouais à Resident Evil quand j'avais 10 ans. Mais ça m'étonne pas. Franchement, moi j'avais vu The Shining quand j'avais 11 ans et ça m'avait pas traumatisé. Je l'ai revu quand j'avais, je crois, 16-17 ans. Ça m'a terrorisé à un point pas possible. En vrai, les trucs d'horreur un peu psychologiques, de tension, c'est un truc, je pense, quand tu vieillis, qui devient une espèce de chose bien pire. Moi j'avais joué à Alan Wake 1 avec un pote. On avait, je sais pas quand il est sorti, mais on devait avoir, je sais pas, une dizaine d'années. 2008, un truc comme ça. Ouais, voilà, je suis né en 87, donc ça devait être ça. Et donc sur sa vieille Xbox 360, et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu trop peur des jeux d'horreur, parce que ça m'avait vraiment trop mal, Alan Wake 1, parce qu'il me l'avait vendu un peu, c'est une enquête, tu cherches et tout. C'est un truc d'ambiance. C'est ça. Et en fait, mais ça m'avait traumatisé, j'en faisais des cauchemars la nuit et tout. Alors que je reconnais que, tu vois, c'est des très bons jeux, les Resident Evil sont des très bons jeux, mais je ne peux pas. Et tu vois, dans The Last of Us, j'adore le jeu, mais je viens pas du tout chercher le côté flippant. Moi, c'est le côté un peu aventure, où tu découvres l'histoire, tu cherches un peu énigme et tout, quoi. Moi, j'ai vraiment les jeux d'horreur, j'adore regarder les gens y jouer, parce que je trouve ça trop bien, mais y jouer, moi, impossible. Mais même si tu joues pas tout seul, parce que moi je jouerais pas tout seul vraiment, mais si t'es avec quelqu'un, parce que les films d'horreur, non, pareil. Les films d'horreur, j'adore les regarder avec des gens, tu vois. Moi tout seul, je sais pas que j'ai peur, c'est que je vois moins d'intérêt, mais peut-être en y jouant avec quelqu'un, mais c'est quand même des jeux c'est comme des jeux un peu solo, ils sont moins faits pour y jouer. Il y a plein de gens qui jouent en groupe. Il y a plein de gens qui jouent en groupe. Il y a des gens qui préfèrent regarder d'ailleurs. J'ai des potes qui n'ont jamais fini Dead Space parce qu'ils avaient trop peur, mais ils me disaient vas-y, tu peux finir Dead Space. Moi je veux bien qu'on joue ensemble, mais je vous regarde, quoi. Moi ça me va. Mais franchement, en plus, c'est vrai, quand tu es avec quelqu'un, t'as un peu le moment où t'es un peu genre en mode je peux. Des fois, c'est les autres qui ont plus peur que toi parce que toi, t'es concentré, t'as la manette en main, tu te dis il y a une solution, je vais trouver la solution, je vais gérer ma peur, et l'autre côté fait En plus, j'ai un copain sur le chat, j'en parlerai après. Il a dit c'est Resident Evil a tout repris Alone in the Dark, et Alone in the Dark, c'est français. On est où là? Non, mais c'est parce que Clair Obscur, c'est une année à part pour le jeu vidéo français, mais sinon. Oui, regarde, on a compris les jeux vidéo gênant, awkward. Non, mais sur ce truc de jouer en groupe sur les jeux d'horreur, il y a aussi un peu ce truc. Quand je vous dis qu'on est vraiment impliqué corporellement, je sais pas si tu as déjà fait cette expérience où donc tu joues à un jeu d'horreur avec quelqu'un et toi, quand tu as la manette, tu vois pas. Quand toi, tu es à côté,
tu vois des choses que la personne qui tire la manette ne voit pas parce que t'es tellement tu vois, concentré sur le truc que tu dis mais tu vois pas de zombie qui est à droite là et t'as pas vu l'ombre qui est passé là. Ça fait peur à toi et pas lui. Mais ça rend une expérience aussi. Mais je pense que ce serait un mauvais plan de jouer avec moi parce que je sursaute très facilement et de manière très beaucoup quoi. Et donc quand on regarde des films d'horreur ou quoi avec des gens, c'est moi qui fais peur aux gens en sursautant alors que les gens n'avaient pas forcément peur quoi. Donc je pense que jouer un jeu d'horreur avec moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Non, c'est très bien, je regarde les gens y jouer, moi ça me va, je suis très bien comme ça. N'essayez pas de me convaincre, laissez-moi tranquille. On regarde la bande-annonce, on n'a pas encore regardé. Et d'ailleurs attends, est-ce que c'est pas, je me suis demandé ça tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas le premier Resident Evil où tu joues une femme? Non, tu peux jouer avec Ada le 4, même dans le 2. Bah non, le 4 tu joues pas. Si, il y a un truc à la fin, tu débloques des niveaux avec Ada. Le 2, tu peux jouer avec. Bah, le 1, tu peux jouer avec Alice, non? Il y a pas Rebecca dans le 2. Ah, mais c'est pas le protagoniste principal. Dans le 3, c'est personnage principal et quasiment le seul que tu peux incarner, c'est une femme. Dans Code Veronica, tu peux jouer avec un homme et une femme. Non, pour le coup, c'est une série où il y a toujours eu des femmes. Une des rares séries, peut-être. Enfin, une des rares séries qui a commencé dans les années 90, en tout cas, où tu pouvais incarner des femmes tout de suite. C'est parti. Ouais, Claire, ouais. Il y a Jill, ouais, c'est ça, Jill. Jill dans le 1 et le 3, Claire dans le 2 et le 4. Non, Oui, mais après, tu vois, tu t'es fait fact-checker en direct. Ouais, mais c'est bien. Mais en plus, je me disais, c'est pas les bons. Je m'en souvenais plus, mais parce que je me souvenais qu'il y a des moments, tu vois, t'incarnes des femmes, mais c'est beaucoup plus. Enfin, c'est épisodique et puis c'est à la fin. Mais en fait, pas du tout. L'autre, c'est Jill tout le temps. Donc. Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. It's Ashcroft. Il a pas de carte vitale, lui, c'est chaud. Il est un peu marrant son masque, non? Je trouve c'est un peu ridicule, mais. Il y a des gens qui rigolent beaucoup en jouant aux jeux d'horreur. Ah ouais? Ouais, bah là, franchement, bref. Désolé pour lui, mais il me fait pas trop peur. Il y a des gens qui vont au cinéma juste pour voir les films d'horreur. Ouais. Talk to me. Is this one like the others? And it's not post-mortem lividity. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. Through you, Elpis can finally be set free. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Grace! Grace! Où est ma carte vitale? Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. You there, Leon? Yeah. Hey, over here. FBI, what are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. I think I want a second opinion.
Et du coup, c'est un TPS, c'est pas un FPS celui-là? Je sais, Bah, c'est pas très clair. Je sais pas. Mais du coup, on incarne la meuf du FBI ou on incarne Lyon ou les deux? Je crois que tu peux incarner les deux, mais Okay. c'est la meuf du FBI, je crois, Enfin, tu commences avec elle, quoi. Ouais. Mais ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais en fait, quand j'étais au Japon, j'avais parce que j'ai habité au Japon, et j'avais... C'est pour ça que t'es venu parler de jeux vidéo aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement, c'est une grosse weed. Non, mais il y avait près du Mont Fuji, il y a un hôpital, un vrai hôpital psychiatrique abandonné qui a été refait en mode exploration horreur, tu vois. Et c'est un peu la vibe. Hein. Je retrouve un peu ces trucs-là. Et c'est marrant, tu te dis, il y a des gens qui jouent au jeu, qui regardent des films d'horreur et qui rigolent. Et c'est vrai que je me sens que moi, on était agglutinés. Et vraiment, on était en mode... Quand le truc est un peu terrifiant quand tu le fais à tout seul ou à deux. Mais genre, nous, on était vraiment 5, genre... T'as pas un vlog de ça? T'as pas des images? J'ai pas vlogué, genre Urbex. Ouais, Urbex. Il me semble que tu joues un personnage en TPS et un autre en FPS. Ah ouais, c'est marrant comme gameplay. C'est bien ça. Comme choix, c'est pas mal. Ok, tu peux très bien. choisir, dit Bill Bokeh 02. Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est vraiment qu'on te laisse le choix parce que ça a quand même une grosse incidence sur l'ambiance du jeu, sur la manière dont t'es. Ouais, c'est Donc étonnant. tu te projettes dans le jeu, ouais. Okay. Et le jeu est pas construit pareil selon si c'est en FPS ou en TPS, quoi. Donc c'est étonnant qu'il te laisse le choix. Bon, on verra bien. Et donc ça sort en février, j'ai vu, c'est ça? Donc ça sort bientôt en fait. Ouais, mais il y a déjà des gens qui ont... pardon. C'était pas ça, je voulais revoir la date. La date de sortie. J'ai vu des streams. Oui, mais c'est déjà, bientôt, ça sort bientôt. Lyon, là pour le coup, c'est vraiment Dark Sasuke en mode ouf, quoi. Ouais, avec la grosse hache et tout, le gros flingue. Je suis ténébreux et je vais tout défoncer. Ils sont comment les cocos au Japon? Alors ça. Oh là là, la politique au Japon, c'est déprimant, vous voulez pas savoir. Hein. Non, franchement, c'est déprimant. Je sais que le journal communiste au Japon vend autour de 1 million d'exemplaires par jour. Beaucoup plus que l'humanité. Ah oui. Ouais. Mais il y a une autre culture de la presse, un autre rapport à la presse écrite. Là-bas, la France, historiquement, c'est un journal d'hebdomadaire. Même s'il se casse la gueule aussi actuellement en France. Un pays d'hebdomadaires. Mais la France vendait beaucoup plus d'hebdomadaires que l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Alors, par contre, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, tu avais des tirages de quotidiens qui étaient supérieurs même au numéro 1 français. Devant Le Monde et Le Figaro. Ah ouais. Abonnez-vous à Luma. Mais d'ailleurs, du coup, le journal Coco au Japon vend plus que le premier quotidien national français aujourd'hui. Ah ouais. Puisque Ouest France, c'est sous le... C'est sous le million. C'est 800 ou 900. Ah ouais. Mais alors, et le Figaro, Le Monde, c'est moins. Le Mainichi, le plus gros journal japonais, il est peut-être à 10 ou 15 millions. Il faudrait vérifier pour dire de bêtises, mais c'est un tout autre rapport à la presse écrite. Est-ce qu'on a fait le tour des jeux dont on voulait parler? Est-ce qu'on finit sur un petit point Ubisoft? Est-ce qu'on fait un point plaisir coupable ou pas? Mais oui. Et on voulait parler vite fait de Dispatch, mais du coup... Ouais. Comme vous voulez. Mais plaisir coupable, c'est plus marrant. Ouais, en plus, moi, ça me permettra d'aller sur Ubisoft après. Incarner la culpabilité sur nos visages. Ton plaisir coupable, Aurélien? Ouais, alors c'est Power Wash Simulator 2. Gros plaisir coupable. J'ai lancé ça histoire 2 pour voir. Et donc, c'est un jeu où tu nettoies des choses. C'est tout. Donc, t'as un Karcher, t'as un super Karcher. Et t'as plein d'outils différents. Et tu vas nettoyer des campings et même des chiottes. Des voitures, et donc c'est un peu improbable de jouer, par exemple quand tu as une pile de vaisselle dans ton évier et que tu joues à ça te crée un peu un effet de dissociation chelou. En même temps, c'est super gratifiant, je sais pas pourquoi, c'est agréable de nettoyer dans le jeu, ça fait chaque fois que tu as nettoyé des petits bouts, ça fait ting ting pour mais c'est un effet hyper satisfaisant, quoi. Voilà, il y a quelque chose de très satisfaisant. Mais tu te dis c'est un peu con. Bon, après, ça peut être très con de se dire que tu joues à un jeu de foot aussi dans l'absolu, plutôt que d'aller jouer au foot en vrai ou pas, ça dépend. Mais c'est un peu con de te dire que tu joues à un jeu vidéo où tu nettoies des trucs. Et après, tu as aussi la dimension où c'est des métiers très peu valorisés, très mal payés. Et toi, tu joues à un jeu vidéo de ça. Ça peut aussi te faire des petits vertiges mentaux là-dessus. Mais c'est un jeu que je trouve très satisfaisant, très agréable à jouer. Moi, j'ai pas joué 10 heures non plus, je dois être à 3-4 heures, mais de temps en temps, je fais une petite partie et j'ai nettoyé un truc, je suis content. C'est vrai que c'est un peu bizarre. J'avais lu un papier, je l'ai pas retrouvé, mais qui expliquait justement ce que Power Wash Simulator faisait dans le cerveau et expliquait le côté satisfaisant du truc et expliquait pourquoi ça avait autant de succès. Parce que je pense que t'es pas le seul, je voyais dans le chat. Ça a été un plaisir coupable ou pas pour plein de gens. J'ai vu des compétitions de Power Wash Simulator, c'était assez incroyable. C'est vraiment. T'as vraiment des techniques de ouf et tout. Enfin bref, les joueurs et les joueuses de jeux vidéo sont un peu fous et folles. Climax, ton plaisir coupable? En vrai, j'ai 2 plaisirs coupables, mais mon premier plaisir coupable, c'est Civilization 6.
Et je dis plaisir coupable parce que... Pourquoi coupable? Parce que c'est quand même un très bon jeu. J'ai l'impression que c'est un vortex de ma vie, quoi. Et en fait, vraiment, genre, j'avais arrêté, c'était vraiment genre, c'est fini. J'avais pas joué pendant longtemps. Et là, avec tout ce qui se passait dans le monde, genre Trump et tout, j'étais un peu genre... Est-ce qu'on se ferait pas une petite partie de Civilization 6 finalement? C'est moi qui décide. Et ouais, j'ai pas beaucoup de... Quand je commence à lancer... En fait, je sais pas, je trouve que c'est horrible comme jeu parce que c'est vraiment un jeu vortex. Quand tu le lances, tu clignes des yeux, il est 4h du matin et genre t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as pas dormi. Enfin, genre, tu sais plus comment tu t'appelles. Enfin, c'est un peu un truc, vraiment vortex. Ouais. Moi, j'ai très peur. Pareil, je regarde beaucoup des gens y jouer, mais j'ai joué à mon jeu parce que j'ai vraiment peur de ce côté vortex. J'ai eu ce côté-là avec Rome Total War. Je sais pas si vous avez ce jeu. Donc, un jeu aussi stratégie, je sais pas, sorti en 2000, enfin très vieux fait jeu. Napoléon Total War. Ouais. Parce que non, je plaisante. Parce que c'est français. Insupportable. Et effectivement, je l'ai relancé il y a pas longtemps. Alors que j'y avais pas joué pendant, je sais pas, 10 ans. Et effectivement, j'y ai passé 5 heures dessus. À 2h du match, je me dis oh putain merde, quelle heure il est. Et donc je ne lancerai pas Civilization parce que j'ai extrêmement peur de ce que ça pourrait me faire à mon quotidien. Ah ouais, c'est vraiment extrêmement addictif. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment jouer à Civilization, ça me rappelle quand j'étais au collège et que je jouais aux Sims. Et que vraiment, pareil, et en plus, quand t'es au collège, vraiment, t'es complètement absorbé par le truc. Et je me souviens qu'une fois, j'avais oublié d'aller en cours parce que je jouais aux Sims 3, tu vois. Ouais. Et en vrai, Civilization, ça me fait le même effet, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis, il faut absolument que j'arrête. Et puis, je peux pas, tu vois. C'est assez fort. Vous savez qui fait la modération, là, en ce moment, ou pas? Je pense que c'est Mathilde. Mathilde a dit, pour la modération, le plaisir coupable, c'est Disney Dreamlight Valley, sauvez-moi. on arrive, on va venir très très vite. Il n'y a pas de problème. On va t'aider. Rome, oui, c'est bien Rome Total War. En fait, Total War, c'est une licence où ils ont fait plein de jeux de stratégie différents. Il y en a eu un, il y a Warhammer, il y a Napoléon, il y en a plein. Il y en a Médiéval, bref. Et moi, vraiment, le Rome, je crois que c'est un des premiers. Et j'ai passé des centaines d'heures, beaucoup trop d'heures dessus. Tu disais, Claire Max, tu avais un deuxième plaisir coupable? Ouais, mais alors ça, c'est plus les échecs. Genre vraiment. Et vous êtes pas tombé dans cette méta, vous? Non, mais il y a des gens à l'UMA qui sont dans cette méta. Ouais. C'est un peu un truc, mais c'est un peu même délire que Civilization. Mais tu vois, c'est un peu, t'es là et tu perds et t'es en mode encore une partie. Ouais. Et en vrai, c'est horrible parce que t'es obligé. Ouais, c'est un peu addictif, donc c'est un peu coupable aussi parce que c'est vraiment un vortex aussi. Voilà. Très bien. Et moi, mon plaisir coupable, je commence à en parler, c'est l'Assassin's Creed, parce que c'est les jeux avec lesquels j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Enfin non, en vrai, les vrais jeux avec lesquels j'ai commencé, c'est plutôt Age of Empires, Warcraft, etc. T'as une licence coupable, tu dis. J'ai une licence coupable, ouais, parce que en fait, c'est vraiment là où j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et je reconnais que c'est les derniers jeux. Alors, j'ai pas joué au tout dernier qui se passe au Japon, mais je reconnais. On parlait des mondes ouverts où il n'y a pas vraiment d'intérêt, des jeux sucés, ressucés. Ubisoft et Assassin's Creed s'inscrit complètement là-dedans, et pourtant j'y retourne toujours parce que c'est vraiment des jeux avec lesquels j'ai grandi, donc c'est un gros plaisir coupable. Et pourquoi aussi je voulais parler de ça, parce que ça me permet de faire la transition avec un petit peu l'actualité. Justement, pourquoi coupable? Parce qu'il y a des Assassin's Creed qui sont mauvais, mais il y en a qui sont excellents. En vrai, les derniers sont pas ouf, enfin je trouve, genre le Mirage, j'ai pas été convaincu, Valhalla, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, mais je dis ça, j'ai quand même passé 80 heures dessus, mais voilà. Encore une fois, Théo n'aime pas les jeux longs, il n'aime pas passer beaucoup de temps sur un jeu. C'est ce qu'on aura appris aujourd'hui. Pour moi, 80 heures, c'est le minimum sur lequel je passe un jeu. Non, mais en vrai, moi, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est ce que je disais aussi. J'ai pas mis parce que j'y joue pas du tout en ce moment, mais c'est ce que je te disais. Moi, en vrai, j'ai grave des plaisirs coupables sur Pokémon, où je joue quasiment à chaque nouveau Pokémon. Juste, j'ai pas joué au dernier parce que vraiment, j'ai vu de trop mauvaises critiques. Mais c'est grave des plaisirs coupables où genre je sais que ça va pas être bien, et pourtant genre je continue. Et en vrai, ça me fait toujours plaisir. Et parce que c'est un jeu d'enfance, je continue à chaque fois. En fait, je pense que le dernier Assassin's Creed où vraiment j'ai beaucoup joué et parce que j'ai beaucoup aimé le jeu, je pense que c'est Black Flag. Et donc depuis, il y en a eu 6, 7, je crois, différents. Et j'ai jamais... je passe un bon moment, quoi. Mais je suis pas ultra emballé comme j'ai pu l'être avec Black Flag ou avec... Moi, c'est Odyssey. Odyssey, j'ai trop adoré. Ouais, mais moi, j'ai adoré le premier et Odyssey. Et tous les autres, j'ai pas aimé. Ouais. Ah, moi, le premier, sauf Black Flag que j'ai pas joué. Black Flag, pour moi, c'est un des meilleurs. Et donc, il se passe avec les pirates et tout. Et en plus, tu incarnes des pirates, tu libères des esclaves. Enfin bref, c'est très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, on parlait aussi de studios qui essaient de revenir un peu aux sources de leur jeu. Et Ubisoft sur Assassin's Creed essaye un petit peu de faire ça, parce qu'ils ont eu effectivement un tournant très RPG avec Odyssey, donc qui se passe en Grèce, Origins qui se passe en Égypte, et Valhalla qui se passe avec les Vikings, où tu as un côté où tu invoques des pouvoirs. C'est très très combat, très RPG. Et là, avec Mirage et surtout avec Shadow,
Alors j'ai pas joué à Shadow, mais c'est les critiques que j'en ai vues. Ils essayent vraiment de revenir aux sources de ce qu'était Assassin's Creed, c'est le côté infiltration, assassinat, discrétion, etc. Ce qui était vraiment l'origine des jeux, quoi. Et donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de jeux qui essaient de revenir un peu sur ce qui ont fait leur succès, puisqu'ils voient que ressucer les trucs à tort et à travers, ça finit par ne plus fonctionner. Valhalla a pas réussi à terminer alors que c'est une période que j'adore. Mais ouais, pareil, Valhalla, je l'ai pas fait à 100% alors que d'habitude c'est il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il est trop long, qu'il est très bien mais trop long, et ils ont lâché l'affaire. Ouais, mais je trouve que c'est un très très bon jeu, Valhalla. Alors que tu vois, Assassin's Creed 3, quelle est la proposition de jeu, quoi? Je vois pas le scénario, il est pété, alors que ça se passe en pleine révolution américaine. Ils auraient pu faire un truc super intéressant. Et voilà, tu sautes d'un arbre à l'autre. Alors que même le 2 et surtout les 2 extensions qu'ils ont fait, donc les 2 ou 3, je sais plus, donc Brotherhood et Révélation. Oui, c'est très intéressant avec toute la famille Borgia, la Renaissance en Italie et tout. Ça rend trop intéressant, même d'un côté histoire et presque un peu politique. Merci beaucoup Samuel Etienne pour le raid avec presque 2000 personnes. On devrait stream plus souvent le vendredi matin. Merci beaucoup à Samuel Etienne, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est assez rare, vous avez de la chance de nous trouver ici parce que c'est assez rare qu'on stream le vendredi matin à l'UMA, mais on avait envie de prendre un moment pour parler jeux vidéo avec Aurélien Souchère tout à droite, chef du service politique de l'Humanité, et Climax que vous connaissez sûrement, youtubeuse, créatrice de contenu, chercheuse, multicasquette finalement. Je suis pas du tout chercheuse, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait des études. T'as fait de la recherche. Ouais, t'es chercheuse, c'est bon, t'es chercheuse. T'as un gros cerveau. Donc merci et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous découvrent, qui nous rejoignent. On était en train de faire un tour des plaisirs coupables. Donc moi, je parlais d'Assassin's Creed et surtout ce qui me permettait de faire une transition vers un petit peu l'actualité, puisqu'il y a un mouvement de grève à Ubisoft. Ces derniers jours, puisque un plan d'austérité à 200 millions d'euros a été annoncé, un retour en travail présentiel complet, alors que les syndicats avaient réussi à négocier beaucoup plus de télétravail. Et donc il y a eu un mouvement de grève qui a eu lieu et un autre qui est annoncé pour, je crois, le 10, 11, 12 février ou 11, 12, 13. Non, je ne suis pas connecté à l'Humanité. On n'est pas abonné à l'Humanité, désolé, on va voir l'article. Et donc dans le papier, les syndicats, c'est aussi un truc qui dénonce, c'est qu'en fait Ubisoft arrive un peu au bout de son modèle où ils ont ressucé des jeux, et je pense qu'Assassin's Creed est l'exemple le plus marquant, avec des mondes ouverts, avec aussi de la microtransaction, beaucoup. Donc c'est à dire que tu achètes le jeu, une fois que tu es dans le jeu, tu dois encore acheter si tu veux des skins, ou si tu veux aller plus loin, etc. C'est presque encore pire avec Far Cry, je trouve. Mais j'ai pas joué au Far Cry, mais donc c'est ça que les syndicats dénoncent beaucoup. Je vous invite à aller lire ce papier de Pierrick Marissal, on en parlait en début de stream. Donc Pierrick qui est celui, je pense, à l'Humanité qui connaît le mieux l'industrie du jeu vidéo et qui connaît le mieux les syndicats, etc. Ah, je ne suis pas connecté à Twitch non plus, d'accord. Nous streamons de chez nous, peut-être de la chambre, je ne sais pas. Bref, allez lire ce papier. Peut-être demander à la modération de mettre le lien dans le chat, mais Ouais, carrément. Voyez le. Mais oui, il y a plein de choses très surprenantes parce que l'accord de télétravail, tu pourrais avoir une entreprise qui va bien et qui revient sur un accord de travail où il y a un affrontement entre salariés et direction avec les syndicats. Mais en plus, au-delà de ça, Ubisoft est en crise, lié à des choix industriels, lié aussi parce qu'il y a trop de jeux qui se sont ressemblés. Et il y a une usure, même si les jeux se vendent beaucoup, ça se vend beaucoup. Et t'as un modèle, mais surtout Ubisoft, je trouve, est emblématique d'un modèle économique du jeu vidéo en général qui est en crise. Parce qu'il y a trop de suites, trop de jeux qui se ressemblent, parce que pendant le Covid, énormément de gens ont joué. Donc l'industrie du jeu vidéo s'est dit on va se mettre à ce niveau de jeu, mais après le jeu est redescendu. Tu as eu les problèmes aussi les problèmes de production liés au Covid, à la guerre en Ukraine et maintenant aussi aux politiques de Trump. Et tu as une industrie qui est globalement en crise. Microsoft est en crise alors qu'ils sont super. Et Microsoft, ils ont acheté plein de studios. Ils se sont dit, tiens, pour devenir les numéros 1, parce qu'ils étaient en concurrence avec Sony, même s'ils mettaient plus d'argent que Sony. Et Nintendo, Nintendo cartonne, d'ailleurs. Microsoft, ils ont acheté plein de studios. Puis d'un coup, tu as des changements très, très brutaux de stratégie industrielle et économique. Et du jour au lendemain, il faut changer combien te coûte ta branche jeux vidéo chez Microsoft. Et ils ferment des studios qu'ils ont achetés des fois il y a 1 an ou 2 ans. Ils ont une politique super agressive sur le Game Pass en disant avec une offre qui est, du point de vue du consommateur, peut être très intéressante. Au début, tu payais 10 € par mois pour avoir accès à tout un catalogue de jeux.
Moi, je pensais qu'ils allaient plier le jeu avec ça. Je me suis complètement planté. Sony et Nintendo ont super bien résisté. Microsoft là, augmente le prix du Game Pass, d'ailleurs, a augmenté cette année. Et tu as plein de développeurs de jeux vidéo qui disent que c'est un modèle qui ne marche pas parce que tu ne peux pas avoir accès à 8 jeux qui viennent de sortir ce mois-ci pour 10 € le mois. En fait, pour eux, ça crée un trou qui va faire que l'industrie va tomber sur elle-même. Et puis, je crois aussi une des particularités de l'industrie du jeu vidéo, c'est que c'est vu comme une industrie comme une autre, alors que c'est quand même au départ une industrie culturelle, quoi. Et donc, les capitalistes ont tendance à capter leur logique à cette industrie-là, alors qu'en fait, ça marche pas forcément. On imaginerait de manière différente ce genre de choix dans l'industrie du cinéma, par exemple. Alors, c'est moins vrai, parce qu'il y a évidemment des logiques aussi capitalistes dans l'industrie du cinéma, des séries, etc. Mais l'industrie du jeu vidéo est quand même extrêmement récente par rapport à l'industrie culturelle de manière générale. Et donc, quand on parle des syndicats dans le jeu vidéo, c'est des syndicats qui sont assez jeunes dans l'histoire du syndicalisme. Et on en parlait un peu avant l'émission. C'est aussi dû au fait de la spécificité de l'industrie du jeu vidéo, où effectivement, au début, c'est énormément de passionnés, où c'est un métier passion. Et du coup, les métiers passion, donc on compte pas ses heures, on fait ça parce qu'on aime et pas parce qu'on a envie de payer notre loyer, quoi. Et donc là, on arrive un peu à un croisement où en fait les gens se rendent compte, en fait, si on se fait quand même exploiter dans le jeu vidéo, même si j'aime ce que je fais, j'ai pas envie de me faire exploiter. Donc je m'organise en syndicat. Et de l'autre côté, les industriels qui des fois comprennent pas très très bien les logiques particulières du jeu vidéo. Donc tout ça est un peu en train de se croiser, j'ai l'impression. Et donc je pense qu'il va y avoir des choix assez importants qui sont faits. Et donc là, l'actualité d'Ubisoft en est donc un choix d'austérité de 200 millions avec, je crois, 200 ou 300 postes supprimés en France, donc à Saint-Mandé notamment, où Saint-Mandé, je crois que c'est le siège, c'est pas là où ils développent les jeux, mais je crois que c'est tout le service client d'Ubisoft qui est basé là-bas. Et donc ça représente beaucoup de monde, quoi. Et donc tout ça pour dire qu'on va évidemment suivre ce qui se passe à Ubisoft. On va aller évidemment rencontrer les représentants syndicaux, les salariés, et puis aller voir ce que donne la grève le 10, 11, 12 mars ou 11, 12, 13 février, pardon. Et voilà. au-delà d'Ubisoft, mais c'est très important, Ubisoft, tu as plein de studios, c'est ultra violent, plein de studios qui ferment, plein de studios qui se font racheter, fermer très vite. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu parles de aujourd'hui, c'est le bien culturel numéro 1, le jeu vidéo dans le monde. Et l'industrie en crise, même s'il y a des jeux très intéressants qui sortent chaque année, il y a aussi plein de jeux clones, plein de jeux qui n'ont pas d'âme qui sortent énormément. Il y a presque... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que trop de jeux sortent, mais entre le temps qu'a un joueur pour jouer, tu as plein de publics différents. Donc je ne sais pas si on peut dire que trop de jeux sortent, même si je disais une analyse là-dessus il y a quelques jours. Ça, faudrait réfléchir un peu plus. Par contre, c'est une industrie qui est en partie pourrie, même dans la tête même des concepteurs de jeux vidéo, parce que je ne sais plus quel chef de studio de développement a dit il y a quelques mois, Baldur's Gate 3, c'est de la triche. Et pourquoi c'est de la triche? Il dit, parce que ça n'existe pas, normalement, un studio qui prend autant de temps pour faire un aussi bon jeu. Et pourquoi ça n'existe pas? Et pourquoi est-ce que les producteurs de jeux se diraient pas, si, en fait, ça marche? Et donc c'est complètement. Donc là, tu vois qu'il y a des gens qui sont enfermés dans un modèle où faut faire un jeu vite, un peu bien, et puis ça y est. Il y a des trucs ultra flippants. Si tu regardes aussi quand tu joues avec le Xbox Game Pass et les points rewards, ça te pousse à jouer un quart d'heure à plein de jeux. Et tu as des points rewards pour ça. Mais en fait, c'est. Mais c'est bizarre, c'est comme si tu regardais les premières 10 minutes d'un film, quoi, sans aller au bout. Et du coup, tu as des développeurs de jeux vidéo qui surinvestissent le premier quart d'heure et la première heure, parce qu'au bout d'une heure, tu peux te faire rembourser le jeu sur Steam si t'aimes pas. Et après, la proposition de jeu, elle s'étiole au fur et à mesure. Ouais. Mais j'ai l'impression que aussi il y a un décalage avec les attentes des joueurs, des joueuses, parce que tu vois, on en parlait, mais en fait, je pense que on va encore parler de Clair Obscur, mais c'était un peu, je pense que l'énorme buzz de Clair Obscur, c'était un peu ça. Les gens ont beaucoup aimé le jeu, mais je pense qu'il y avait un peu ce côté. En fait, on attend des jeux qui ont des points de vue d'auteur, qui sont travaillés, qui sont des vraies nouveautés, avec des gens qui ont vraiment envie de raconter des histoires, etc. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que je sais pas, mais moi, ces derniers temps, les AAA, j'ai pas beaucoup d'intérêt, tu vois. Genre là, je disais Resident Evil, moi, c'est une licence que j'aime bien et que j'attends, tu vois. Mais en vrai, en règle générale. Tu vois, de manière générale, les jeux indépendants, c'est ce à quoi je prends largement le plus de plaisir à jouer. J'imagine que vous aussi, vu un peu les jeux dont on a parlé. Et tu vois, il y a vraiment ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les mondes ouverts, tu vois, de la part des studios qui pensent qu'il faut faire des jeux qui se jouent 150 heures en monde ouvert, qui coûtent une blinde totale, mais qui en fait sont pas très inventifs. Et puis...
Et quand tu vois derrière du coup des jeux qui sortent avec beaucoup moins de moyens et qui sont en fait qui sont des super succès, quoi, parce qu'en fait c'est ça qu'aussi les gens attendent. Je pense il y a vraiment voilà. Je vois quelqu'un dans le chat qui parle d'Elden Ring. C'est vrai que ça a été, je pense, aussi une des grosses claques de la décennie dans le jeu vidéo. Je crois qu'il y a aussi eu des cas de crunch sur Elden Ring avec des salariés qui ont été essorés pour réussir à sortir le jeu à temps. Et ça me fait penser, j'en discutais avec un pote qui est fan de jeux vidéo, qui a, je pense, à jouer à tout, qui me disait c'est hyper dur parce qu'en fait, à chaque fois que je joue à un jeu, en fait, 1 an, 2 ans plus tard, j'apprends dans la presse qu'il y a eu soit des histoires de harcèlement, soit des histoires de crunch, d'exploitation, etc. Et donc, c'est hyper dur de jouer au jeu en se disant bah, putain, en fait, je joue à un jeu où il y a quand même des gens qui sont fait exploiter, harceler pour que le jeu aille au bout, quoi. Bah oui, mais tu vois, ça c'était un peu aussi, ça faisait partie du storytelling de Baldur's Gate 3, tu vois, que l'Ariane c'était grave woke, bon, je crois qu'il y a quand même eu du crunch, tu vois, mais ça faisait partie aussi de la sortie du jeu, de cette anomalie du jeu qui arrive et qui en fait est exceptionnelle et qui en fait ouais, comme bon, des gens le disent avec sub, mais tu vois, n'aurait pas dû exister. Et en fait, je dis, bah oui, si, ça devrait exister, tu vois. Et même si je pense qu'il y a quand même eu du crunch et que c'était pas des si bonnes conditions que ça. Enfin, c'était pas paradisiaque non plus, mais. Ouais, on parlait un peu plus tôt dans le stream de la grève chez Rockstar. Effectivement, on parlait de GTA 6 et d'une grève qui a eu fin octobre, début novembre, après le licenciement de 30 à 40 employés. Qui, selon Rockstar, leakaient des éléments du jeu, mais selon les syndicats, c'est juste parce qu'ils faisaient partie des syndicats ou étaient en train de monter des actions syndicales, donc un cas flagrant de discrimination syndicale. Classique shit, malheureusement. Est-ce qu'on a fait le tour? Quelle heure il est? Je me rends pas compte, on papote. 12h50 quand même, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Ah ouais. Vous avez peut-être faim. Ouais, vous avez peut-être Moi j'ai faim, vous êtes en train de manger, vous. Ouais, c'est clair, vous êtes en train de manger en nous regardant. Bon, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que vous avez encore des petites anecdotes? On peut s'arrêter là. Sinon, en 30 secondes, un jeu qui n'aurait pas dû exister, on disait Baldur's Gate, il y a un jeu, moi je me demande comment ça se fait qu'il existe, même si je sais maintenant pourquoi, c'est Death Stranding et Death Stranding 2. Ah oui. C'est-à-dire que tu as un jeu, c'est que des quêtes FedEx, une simulation de randonnée dans un univers complètement éclaté, avec un budget de dingue. Et ça, c'est parce que Hideo Kojima avait les moyens, avait la popularité et des financements pour le faire. Mais c'est un jeu quand même qui ressemble à rien de ce qu'on connaissait avant, même s'il y a tu vois il y a des aspects monde ouvert qui sont repris ailleurs, mais c'est un jeu, c'est complètement un ovni. Et j'ai beaucoup joué à Death Stranding. Je ne sais toujours pas si j'aime ou pas. Ouais. Quelqu'un dans le chat dit ça a l'air chiant ce jeu. J'ai l'impression. mais des fois c'est chiant. Je pense que tous les gens moi j'ai pas joué à Death Stranding, j'ai regardé des gens y jouer, mais j'ai pas joué. Mais j'ai l'impression que ce que tu dis c'est un truc qui est assez partagé. Je sais pas si j'aime, c'est weird. Comme j'ai un pote, il sait pas s'il aime le houmous. Et il en remange tout le temps. Et il n'arrive pas à savoir s'il il continue d'en manger jusqu'à savoir. C'est hyper bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais Death Stranding, t'as des moments, t'as des moments, c'est vrai, il y a rien de politique là-dedans. T'as vraiment faim, Aurélien. Ouais, t'as vu, c'est ça, je suis. Et les houmous, est-ce que c'est français? Est-ce que c'est français le houmous? Et Death Stranding, t'as des moments où t'es complètement happé, c'est génial. Il y a des moments, c'est grotesque. Il y a des moments où tu marches et t'es bien. Il y a des moments où tu marches et tu fais qu'est-ce que c'est chiant. Et tu marches. C'est un ovni, mais j'aime bien que des ovnis comme ça existent. Ouais. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, écoutés, qui ont discuté avec nous. C'était très chouette. C'était un petit peu une première. En vrai, c'est pas la première fois qu'on parle de jeux vidéo à l'UMA, mais là, dans ce format-là, c'était un peu une des premières fois. On sait pas encore trop quelle continuité ça va avoir, mais on a envie un peu d'installer un rendez-vous sur le jeu vidéo, évidemment avec un angle, avec une patte UMA, en parlant toujours un peu politique, un peu conditions de production, ce que ça dit aussi du monde, les représentations du monde que ça nous donne. Donc, je pense que c'est des rendez-vous qui vont continuer. Faut qu'on discute ensemble de quelle forme ça va prendre. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous a plu. En tout cas, vous avez été extrêmement actifs et actifs dans le chat. Voilà, le replay sera probablement dispo sur YouTube d'ici les prochains jours, heures. Faudra voir avec l'équipe réseaux sociaux. Merci aussi évidemment à la modération. Je crois que c'était Mathilde aujourd'hui, donc merci à elle de nous avoir accompagnés. Merci à toi, Climax, d'être venu. Merci. Et d'avoir discuté avec nous, d'avoir papoté avec nous. Ouais. C'est quoi ton actu? Est-ce qu'on peut te retrouver? Tu viens de sortir une vidéo pour il y a 2 jours là sur la chaîne de vu. l'Humanité. Ça s'appelle c'est l'Empire contre-attaque. Non, ça c'est sur la miniature. Je sais plus comment elle s'appelle. Sinon Trump. C'est sur l'impérialisme états-unien. Exactement. Vous pouvez regarder. Je fais des blagues dedans.
Tu fais des blagues très drôles. Des blagues très drôles. Pour finir sur une blague bien nulle, j'en ai une si tu veux. Oh non, pitié. Non. Ça parle pas de mousse. Est-ce que c'est tir sur mon doigt? Non, c'est pas tir sur mon doigt, même si ça m'est arrivé. J'ai arrêté il y a 10 ans, mais ça m'est arrivé. J'ai arrêté il y a 10 ans. Faudra qu'on trouve un titre pour cette émission. C'est vrai. On fait cette émission. C'est vrai. Et on avait pensé à un super titre, Bolchegeek, mais c'est pris par un obscur youtubeur. D'obscur youtubeur insupportable. Salut, et qu'on accueillera sans doute dans cette émission. Oui, sûrement. Avec grand plaisir. Est-ce que vous recommencerez? Oui, sûrement on recommencera. Faut qu'on discute de quelle forme, de quel sujet, quel angle, etc. Mais oui, je pense qu'on va continuer. Je ne sais pas qui on va raid. La modération qu'on a remerciée ne me répond pas. Donc voilà. Si Raph ou Mathilde ou Dianis, vous nous regardez, n'hésitez pas à nous dire qui on va raid. Sinon, je vais mettre la fin du stream. Je viens de comprendre la blague. J'étais en mode quoi? Comment s'appelle un chat tout-terrain? Un casse-casse. J'étais vraiment genre. Aïe. La modération est à la cantine. On va raid elle a bien raison. Merci. On va raid Mama, Ouais. elle dit Mathilde. Merci beaucoup. Merci à vous.